Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc pouvoir commencer cette journée de webinaire sur la transition écologique vers un changement de paradigme monétaire et financier. C'est un thème qui a été choisi dans le cadre d'un numéro spécial en préparation pour la revue économique avec Isabelle Coupet-Soubeyran et moi-même, et il est organisé par l'Agence française de développement et la chaire Énergie et Prospérité. Je voudrais juste donner quelques éléments techniques sur la manière de participer pour le public aux différentes interventions. Donc, vous pouvez poser des questions aux panélistes. Vous voyez à droite, vous avez un onglet questions en haut à droite. Vous pouvez poser des questions écrites pendant l'ensemble des sessions, pendant les présentations. Les panélistes répondront à l'oral à l'issue des présentations. Les co-auteurs peuvent éventuellement répondre par écrit au fur et à mesure des questions. Et pour information, le webinaire est enregistré et sera partagé ensuite sur le site de la chaire, de l'AFD, puis éventuellement sur les réseaux sociaux. Donc pour introduire cette journée, je laisse la parole à Thomas Mélonio, directeur exécutif de l'innovation, de la recherche et des savoirs à l'Agence française de développement. Bien, merci beaucoup Étienne. Bonjour à tous les participants. Je remercie également Isabelle Coupet-Soubeyran d'avoir co-organisé au titre de la chaire Énergie et Prospérité ce séminaire. Je remercie également tous les intervenants. Voilà, dans ce type de webinaire, les introductions sont toujours longues et pénibles, donc je vais essayer de déroger à cette règle, mais néanmoins vous dire en quelques mots pourquoi, du point de vue de l'AFD en tout cas, les débats du jour sont importants. D'abord, première remarque, en tant que banque de développement, nous observons, j'allais dire au quotidien et de manière immédiate, les conséquences de la politique monétaire en Europe, dans les pays développés, bien sûr. En tant qu'établissement financier, nous voyons nos taux de refinancement augmenter lorsque les marchés se tendent, mais nous le voyons aussi au Sud en tant que canal de transmission, puisque lorsque nous empruntons plus cher, nous prêtons aussi plus cher aux pays en développement, et nous observons qu'indépendamment des banques de développement, les pays du Sud affectés lorsque la liquidité est menacée ou en tout cas tendue dans les pays développés. Donc, premier message, la politique monétaire, on le voit évidemment comme un sujet interne à la zone euro ou aux zones dollars ou renminbi, mais n'oublions pas les pays du Sud qui sont très directement concernés par la politique monétaire des pays du Nord, dès lors qu'ils n'empruntent pas nécessairement dans leur propre monnaie. Voilà, c'est ce qu'on a appelé le besoin de rétromonétisation avec mes collègues donc Étienne et Antoine Gaudin, mais c'était mon premier message. Deuxième message, la politique monétaire, évidemment, comme outil de soutien à l'activité économique, mais nous sommes très attachés à ce que la transition écologique, la lutte contre le changement climatique soit particulièrement intégrée également dans les décisions des acteurs monétaires ou financiers. Pour vous donner quelques exemples, l'AFD aujourd'hui a 50% de son portefeuille qui présente des co-bénéfices climat, donc d'équivalent d'actifs éligibles à des green bonds. Ceci dit, ça pose plusieurs questions. D'abord, quid du reste du portefeuille des acteurs qui peuvent bénéficier de rachats d'actifs des banques centrales? Nous sommes très contents quand nos actifs sont rachetés par des banques centrales, mais si d'autres acteurs sur le reste de leur portefeuille n'avaient que des actifs bruns ou des actifs ne présentant aucun intérêt du point de vue du changement climatique, quel serait l'intérêt pour les banques centrales d'acheter des green bonds dès lors que ça n'aurait pas d'effet transformatif? Deuxième observation, actuellement, les green bonds, nous en émettons, j'allais dire, pour la beauté de l'exercice, mais à ce stade, on ne perçoit pas, en tout cas par le mécanisme des prix, d'intérêt particulier pour des acteurs financiers à émettre des green bonds. Les différences de rendement sont trop faibles. Donc, on voit encore un double enjeu du point de vue de l'AFD, à ce que d'une part, les green bonds soient mieux valorisés, et d'autre part, que l'ensemble des portefeuilles des acteurs qui peuvent bénéficier de rachats de ce type l'objet d'un screening particulier. C'est ce qu'on a appelé, nous, être 100% compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire non pas seulement avoir des actions favorables, mais est-ce que l'ensemble des portefeuilles des acteurs financiers le soient. Je crois que dans cette journée, à la fois ce matin et cet après-midi, la question des canaux de transmission entre la politique monétaire et les économies seront au cœur des débats. J'ai lu un certain nombre de papiers qui vont être présentés qui sont extrêmement intéressants. Et c'est vrai qu'on peut ressentir une certaine frustration à ce que le débat soit parfois plus intense sur le volume des rachats d'actifs, par exemple des banques centrales, que sur les canaux de transmission. Donc, je crois que cette journée est utile, ainsi que la publication qui s'en suivra.
Dernier élément, peut-être un peu de plaidoyer pro domo pour la recherche à l'AFD, mais je vois un grand intérêt à ce qu'à travers cette production d'idées sur le rôle des politiques monétaires et parfois budgétaires pour gérer des transitions, en tout cas, ce que je perçois, c'est une appétence très forte dans les pays en développement pour ce type d'idées. Quelques exemples, nous avons mené avec des collègues de la Climate Policy Initiative un programme de recherche pour suivre les risques de transition dans les portefeuilles des banques de développement au Sud. Et on a constaté, c'était en Afrique du Sud, un intérêt très fort et des actions qui sont prises assez rapidement par les acteurs financiers lorsqu'apparaissent dans leur bilan des risques liés aux transitions. On peut penser plus spontanément aux risques physiques, mais les risques de transition sont aussi, j'allais dire, suscitent un grand intérêt chez les acteurs financiers, en particulier les banques publiques de développement au Sud. Je dis ça parce que nos débats du jour sont bien sûr des débats académiques, mais vous pouvez aussi compter sur l'AFD, nos partenaires. On a beaucoup de banques de développement dans le Sud qui sont regroupées dans le club IDFC pour relayer ces débats et ces idées qui suscitent un intérêt très fort. Voilà, j'arrête le plaidoyer pro domo. Sachez également, en termes d'agenda, que nous aurons une conférence sur les banques de développement qui aura lieu les 9 et 10 novembre, 9 et 10 novembre de cette année. Donc, si vous vous intéressez à cette thématique, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez d'ores et déjà le noter à votre agenda. Voilà. Sans plus tarder, je cède la parole. Je crois que je ne sais pas si Jésabel a réussi à nous rejoindre. Oui, je te vois. Oui, ça y est, enfin. Bonjour Jésabel, et je te Bonjour. passe la parole à toi. Et je vais sortir de scène, je crois, pour libérer une place. Ou Étienne, tu peux me sortir brutalement. Merci Thomas. Du coup, merci pour cette introduction et je te sors brutalement. Et bonne première session. Je passe la parole donc à Jésabel. Merci, merci beaucoup, merci Thomas pour cette introduction et merci Étienne, et désolé pour le petit stress matinal, j'ai eu effectivement un souci de connexion, mais voilà, ça semble résolu. Bon, je vais pas faire une deuxième introduction, la première a été très stimulante et vous donne envie, j'espère, donc de suivre ce webinaire en entier. Nous avons deux sessions bien chargées. Alors, pour celle du matin, nous accueillons 5 intervenants. Et cette session du matin, elle va être en grande partie consacrée à l'approche que peuvent avoir les banques centrales et à l'approche par les risques, en soulignant à la fois la portée, je dirais, et les limites. Alors, nous avons 5 intervenants qui vont chacun avoir à peu près 10 minutes de présentation, ce qui va faire court, mais ce qui va nous laisser ensuite le temps, nous l'espérons, d'un échange, d'accord, d'un échange avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace participant. Alors, juste pour vous dire un mot de chaque présentation, et puis ensuite, eh bien, je laisserai la parole à Laurence Yalom, que nous sommes ravis d'accueillir. Eh bien, justement, avec Laurence, on va interroger le rôle des banques centrales dans la transition écologique. Et ce que va nous montrer Laurence, c'est que finalement, ces institutions sont beaucoup plus plastiques qu'on l'imagine, c'est-à-dire capables de changement de doctrine. C'est sans doute le principal enseignement de l'histoire du central banking. Donc ça va être notre première présentation. Ensuite, eh bien, nous accueillerons Antoine Oustry, qui a réalisé avec ses co-auteurs de la Banque de France une étude très intéressante qui met en évidence, alors d'abord qui nous fait entrer, je dirais, dans l'approche par les risques, mais qui met évidemment en évidence la difficulté qu'il peut y avoir à mesurer les risques climatiques étant donné l'incertitude radicale qui les caractérise, et qui insiste en fait sur une approche en termes de collatéral, c'est-à-dire que l'alignement des flux financiers sur les objectifs de la transition écologique peut passer par la politique de collatéral de la Banque centrale. Et il me semble que ça fait directement écho à l'introduction qu'avait faite François Villeroy de Galhau dans une contribution que vous connaissez sans doute, qui est The Green Swan, d'accord, le signe vert, une publication qui réunit la Banque de France et la BRI. Notamment, donc, et qui est tout à fait passionnante. Donc il y a ce point de vue de François Villeroy de Galhau sur le fait que
nous devons revoir notre dispositif d'évaluation du collatéral pour tenir compte des risques climatiques. Donc, il me semble que c'est directement en résonance avec l'approche que va nous présenter Antoine Oustry. Ensuite, nous aurons la présentation de Julien Lefournier à partir donc d'un article qu'il a réalisé avec Ivar Eklund sur les obligations vertes. Et vous allez voir, c'est une approche assez critique en fait du marché des green bonds et précisément de l'effet transformatif qu'ils peuvent avoir ou ne pas avoir, comme l'évoquait Thomas dans son introduction. Donc là, c'est vraiment une approche qui remet complètement en question en fait le bien fondé de l'obligation verte et qui va nous montrer que ça n'oriente pas le financement obligataire vers des projets verts. Ensuite, on va sortir de l'approche par les risques, on va vraiment la remettre en question avec Jérôme Déris, qui va nous expliquer que l'approche par les risques, ça protège la finance du climat, mais que le plus important, c'est sans doute de protéger le climat de la finance et d'orienter les flux financiers au bon endroit. Donc, c'est ce que l'on va voir. Et cette approche très critique, en fait, de l'approche par les risques et plus largement, d'ailleurs, de la finance durable, elle va se poursuivre avec la présentation d'Hugues Chénet qui clôturera donc cette session. Voilà, bon, je ne vais pas faire plus long, donc 10 minutes chacun. N'hésitez pas à poser vos questions et merci à tous de votre participation. Laurence, je te laisse la parole et merci encore d'être parmi nous. C'est bon là, vous m'entendez? Nous t'entendons parfaitement bien. Parfait. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir retenu ce papier pour cette présentation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Donc, en fait, alors pour faire déplacer, c'est quoi? C'est les flèches? Parce que moi, ça marche pas là. Alors, Étienne va... C'est les flèches quand voilà. Par contre, son. Laurence, il faut rebrancher ton son. C'est bon là? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Désolée. Donc, le prémisse du papier, c'est justement une approche qu'on a dans le rapport Green Swan, c'est l'idée que la stabilité financière et la stabilité climatique sont deux biens publics interconnectés et que la préservation et de la stabilité financière et de la stabilité climatique vont nécessiter des transformations excessivement profondes de la transformation de nos systèmes socio-économiques et financiers. Et donc, la thèse et du rapport, mais de ce papier également, c'est que les banques centrales vont être des acteurs clés de ces transformations. Et à l'appui de cette hypothèse, disons, c'est donc, on va essayer de comprendre ce qui peut appuyer le basculement, la refondation de la doctrine, des pratiques, du périmètre des banques centrales. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui, sous la double pression et du contexte macro-financier, à savoir que depuis de nombreuses années, on est dans un contexte avec des pressions déflationnistes, avec une baisse du trend de croissance, ce que d'aucuns ont appelé la stagnation séculaire. Donc, ce contexte macroéconomique couplé à l'impératif écologique et la nécessité d'y répondre, ça crée un contexte favorable à ce basculement, à cette refondation. Et ce faisant, le papier est organisé en 3 temps. Et la présentation aussi. D'abord, essayer de s'interroger, est-ce que si on avait un tel basculement qui est quand même assez radical, est-ce que c'est vraiment en rupture avec l'histoire du central banking? Et en fait, quand on reprend l'histoire longue, on se rend compte que non. Il y a eu des périodes de basculement très rapides avec des éléments de contextualisation qui font penser qu'aujourd'hui, on est dans une période de ce type. Ensuite, on verra quelques arguments économiques à l'appui de cette idée que l'on doit passer, c'est à la fois positif et normatif comme papier, vers un central banking centré sur la question climatique. Je m'y attarderai pas trop parce que plusieurs des papiers qui sont présentés reprendront certaines des idées qui sont dans cette partie. Et enfin, quelles nouvelles pratiques est-ce que cela peut recouvrir, disons, ce nouveau central banking? Bon.
Donc tout d'abord, la perspective historique et le fait que les banques centrales font preuve d'une excessivement grande plasticité depuis qu'elles existent. Alors tout d'abord, rappelez que la prise de conscience est très récente en fait par les banques centrales de l'impératif d'agir en fait pour le climat. Donc là, j'ai juste mis quelques points de repère. Vraiment, le point important de prise de conscience, c'est le discours de McCartney de 2015. Très vite, il y a eu la création du NGFS 2017. Et je pense qu'en 2020, les deux points marquants, en fait, de ce point de vue-là, c'est le rapport Green Swan et c'est, dans le cas européen, la revue stratégique de la BCE qui est engagée. Alors maintenant, quand on se place du point de vue de l'histoire longue, on voit qu'il y a des moments où on a des régimes de central banking qui sont très stables, avec des caractéristiques très en rupture avec des régimes précédents ou qui vont les suivre, et qu'entre les deux, il y a des périodes plus troubles, disons, de tâtonnement avant la mise en place d'un régime stable. Goodhart, donc, qui a commencé ses travaux avec The Evolution of Central Banks, qui est un bouquin qui date maintenant, mais qui a continué à travailler, notamment dans un article de 2010, il distingue 3 régimes stables. L'ère victorienne, qui commence en 1840, qui s'achève en 1914, une ère de fort contrôle gouvernemental sur les banques centrales, de la fin des années 30 à la fin des années 60, et puis une ère qu'il appelle du triomphe des marchés de 1980-2007. Et l'hypothèse donc de ce papier, c'est que on est à l'aube d'un nouveau régime stable de central banking qui serait vert. Alors, c'est intéressant de regarder un peu les caractéristiques clés de différenciation des régimes stables de central banking. Parmi ces caractéristiques, il y a la plus ou moins grande confiance dans les mécanismes de marché versus la plus ou moins grande confiance dans les réglementations. Et de cela découle le fait que les banques centrales soient plus ou moins intrusives dans le fonctionnement de la finance selon les régimes. La deuxième grande caractéristique, c'est la relation de plus ou moins grande subordination de la Banque centrale au gouvernement, avec derrière, évidemment, la question du financement monétaire ou non des déficits publics et des dépenses publiques. Alors maintenant, parmi les facteurs clés qui contribuent au basculement, à la refondation vers un nouveau régime de central banking, c'est également intéressant du point de vue qui nous intéresse, parce qu'on voit bien que ces basculements s'opèrent généralement relativement à un contexte macroéconomique très particulier, hein, les crises, les guerres, les périodes d'endettement excessive et aujourd'hui probablement l'urgence climatique. Ces contextes sont très importants dans le basculement. Si on prend le cas de ce qui s'est passé dans les années 30, la question de la pression de l'opinion publique, notamment quant à la balance entre intérêt privé et intérêt public dans l'exercice du central banking, a été quelque chose de très important. Et puis, plus généralement, le climat intellectuel, la théorie économique, la doxa dominante, disons, qui légitime ou pas le basculement. Alors ça a été très fort, par exemple, dans le basculement vers ce que Goodhart appelle l'ère du triomphe des marchés. Donc, à l'aune de cette perspective historique, il semble que le contexte soit propice en fait à un tel basculement. Alors, parmi les arguments économiques en faveur de cela, il y a évidemment l'incapacité de la finance par elle-même, si vous voulez, à réallouer les flux financiers sur un scénario 2 degrés. Alors, je n'en dis pas tellement, la première chose évidente, c'est que dans la prise de décision d'investissement financier, en fait, quand on regarde le couple rendement-risque, le rendement qui est pris en compte, c'est le rendement qui est captable monétairement par celui qui investit. Or, évidemment, les investissements verts ont un rendement social très, très supérieur, qui n'est pas captable monétairement par celui qui investit, et ça induit un sous-investissement vert. Symétriquement, il y a un surinvestissement dans les secteurs très carbonés, exactement pour la raison inverse. C'est qu'il n'y a que le rendement financier captable monétairement par celui qui investit qui est valorisé et pas des économies externes. Et bon, voilà. Le deuxième point, c'est la systémicité des risques financiers climatiques.
avec des interactions entre les différents types de risques financiers dans leur dimension climatique, la question des cascades d'échouage, les dynamiques non linéaires, etc. Les travaux notamment d'Étienne Espagne et d'Aglietta sur ces questions donnent une bonne idée de ce que ça signifie, cette systémicité des risques financiers climatiques. Mais ce qui est très important, c'est que ça a un effet paralysant sur les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que si les pouvoirs publics engagent une politique climatique ambitieuse, alignée sur leur propre signature des accords de Paris, nécessairement, ça doit induire une réallocation massive des flux financiers, et cette réallocation va précocement induire un échouage massif des actifs et donc une crise financière. Et donc là, on voit agir ce problème d'horizon temporel différencié entre l'action immédiate et où se produisent les coûts et le plus long terme, quand on peut attendre les effets bénéfiques de cela. Et le dernier point sur lequel je ne m'appesantirai pas non plus, parce que je pense que Hugues Chenet va beaucoup en parler, la question risque versus incertitude. On est dans un monde d'incertitude radicale, les modèles de risque qu'on utilise sont backward-looking, et donc par définition, ils ne peuvent pas évaluer les risques financiers climatiques, et pire que ça, ils sont une entrave en fait au calibrage notamment d'une politique macro-prudentielle. Alors, l'autre type d'incertitude qui me semble également très importante, c'est l'incertitude épistémique. Donc, de nouveau, vu le temps qui est imparti, je ne m'appesantirai pas, mais simplement la phrase de Poppers suffit à comprendre ce que ça veut dire. Il dit « Nous ne pouvons prédire de manière scientifique les résultats que nous obtiendrons au cours de la croissance de notre propre connaissance. » Et donc, cette incertitude épistémique, couplée à tous les autres arguments qui sont au-dessus, fait qu'il est tout à fait légitime qu'un acteur hors marché, qui n'est pas soumis et qui peut transgresser les règles du marché, influence, guide les conventions et les benchmarks de marché, et c'est en partie ça, ce nouveau central banking. Dernier élément, quelles sont les deux grandes orientations des inflexions majeures que l'on devrait avoir, mais que je pense également vers lesquelles on va, c'est en cela que je disais que c'était à la fois positif et normatif. Il faut que les banques centrales agissent pour réallouer les flux de financement. Donc, ça veut dire, par exemple, dans le cas de la BCE, rompre avec la neutralité au marché, qui reproduit les billets carbonés, comme la gestion passive les reproduit également. Il faut arriver à renouer avec des politiques de guidage de la création monétaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, la création monétaire, notamment par les banques de second rang, elle est uniquement contrainte par des questions de risque, quand on regarde notamment le ratio de solvabilité, et puis par des contraintes de liquidité qu'elles doivent maintenir, mais pas du tout quant à l'usage vers des secteurs à forte utilité sociale. Donc, il s'agirait de renouer avec des politiques, disons, de guidage de la création monétaire, tant des banques que des banques centrales, sur des secteurs sous-financés par le marché et évidemment de transition écologique. Et ça peut également passer par une action sur les prix relatifs sur les marchés par les banques centrales. Et ça recouvre quoi, tout ça? Par exemple, des propositions de Green QE, de Green LTRO, la politique des collatéraux dont on va nous parler juste après, qui pénaliserait les actifs bruns et qui favoriserait les actifs verts. Et ça, c'est très important, c'est un levier très important parce que ça joue fortement sur les conventions de marché. Ça peut être évidemment également l'accompagnement, des annulations, évidemment, non pas évidemment, une proposition qu'on porte avec Baptiste Bridonneau, notamment d'annulation des dettes souveraines détenues par la BCE, conditionnelles au financement à due concurrence de la transition écologique et de l'accompagnement de l'échouage des actifs. Ça peut être également des actions coordonnées, banque centrale, banque publique d'investissement. C'est toujours dans l'idée de guider la création monétaire. Ça s'est porté notamment par Nicolas Dufresne et Alain Grandjean. Donc voilà, ça c'est favoriser la réallocation des flux financiers.
Et en même temps, si on prend au sérieux l'idée que les risques financiers climatiques sont systémiques, il faut donc promouvoir une politique macro-prudentielle verte. Et donc ça passe également par un ensemble de dispositions dans lesquelles les banques centrales ont une influence ou peuvent être directement à la manœuvre. Le fait de pénaliser les investissements bruns dans le ratio de capital des banques. Avoir des ratios de levier sectoriels, c'est prendre en compte le fait que on sait mal mesurer le risque, donc le ratio de levier a toute sa pertinence. Restriction à la concentration des expositions sur les secteurs très émetteurs de carbone. Donc voilà. Je m'arrête là. Je vois, Géza a réapparu, ce qui veut dire qu'il faut que je m'arrête. Merci de votre attention. Merci beaucoup Laurence. Merci pour ta présentation. Les banques centrales ont nombreux leviers et parmi ces leviers, il y a la politique de collatéral. C'est ce dont on va parler donc avec Antoine Oustry. Il y a déjà pas mal de questions qui te sont adressées, Laurence. On va les garder pour la partie discussion. On les retient et puis on organisera cette discussion après les 5 interventions. D'accord ? Donc, Antoine, place à la politique de collatéral donc, de la Banque centrale. Merci. Pour 10 minutes aussi, oui, 10 à 15 minutes grand maximum. Très bien. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci aux organisateurs du séminaire de nous donner la parole. Je vais donc vous parler de risque climatique et du cadre de collatéral de l'eurosystème. Donc, c'est un travail qui a été mené collectivement avec Bunyamin Erkan, Romain Schwarzmann et Pierre-François Weber de la Banque de France. Alors, pour commencer, 2 mots sur le collatéral pour clarifier tout de suite cette notion. Donc, il s'agit d'actifs financiers, principalement de titres obligataires, qui sont placés par les banques commerciales en garantie auprès de l'eurosystème pour pouvoir bénéficier des prêts de ce dernier, puisqu'il faut savoir que l'eurosystème ne prête que sous garantie. Alors, c'est avant tout un outil de protection du bilan de la Banque centrale contre le risque de défaut des banques commerciales auxquelles la Banque centrale prête. Et dans cette logique de gestion de risque, on s'intéresse aux risques financiers liés aux défis climatiques qui sont susceptibles de peser sur ces garanties et donc indirectement sur le bilan de la Banque centrale. Et donc, l'analyse que nous proposons dans ce papier est centrée avant tout sur les risques de transition et utilise 3 métriques qui nous ont été fournies par 2 prestataires d'analyse climatique. D'une part, une métrique d'intensité carbone, purement descriptive et statique, et d'autre part, 2 autres métriques plus normatives et dynamiques qui cherchent à capter l'alignement des actifs financiers avec une référence 2 degrés, telle que inscrite dans les accords de Paris. Donc, d'une part, on a une métrique qui est une sorte de rating entre 1 à 5 qui résulte d'une analyse multicritère qui repose sur une analyse experte et une connaissance des différents secteurs à enjeu d'un point de vue climatique. Et d'autre part, une métrique qui mesure un écart entre un budget carbone 2 degrés attribué à chaque entreprise et les émissions réelles sur la même période de cette entreprise. Comme vous pouvez le voir, on utilise des métriques qui ne cherchent pas à quantifier les risques climatiques en termes monétaires. Certains, par exemple, certains auteurs développent des outils pour proposer des climate value at risk. Et pour cette première approche, on a choisi de... Alors, il ne faut pas opposer en fait les méthodes de risque climatique et les méthodes d'alignement, puisque finalement, elles reposent sur les mêmes données sous-jacentes et en premier lieu, l'intensité carbone des actifs. Mais il faut savoir que quand on cherche à quantifier en termes monétaires, il y a davantage de couches de modélisation et donc d'incertitudes. Et donc, pour une première approche, on a préféré se limiter à comparer en fait l'alignement des actifs avec la transition bas carbone 2 degrés. Donc, j'en viens tout de suite dans des considérations pratiques. On a appliqué les données climatiques des 2 prestataires aux données de collatéral et notamment au stock de tous les titres qui sont éligibles, c'est-à-dire qui vérifient les critères pour être admis en garantie par l'eurosystème, ce qui représente un total d'environ 15 000 milliards d'euros. Alors, on voit que les taux de couverture qu'on obtient en appliquant les données climatiques à ces titres-là sont quand même assez bons. Si on prend le premier prestataire, on voit qu'on a plus de 60%
des encours qui sont couverts par l'analyse pour les 4 catégories principales d'émetteurs de titres éligibles. Alors là, vous pouvez voir que ça ne somme pas à 15 milliards d'euros, puisqu'en fait, 15 000 milliards d'euros, pardon, puisqu'il faut savoir qu'il y a quelques catégories d'émetteurs qu'on n'a pas pu couvrir dans l'analyse pour différentes raisons. D'une part, certains titres éligibles sont émis par des entités un peu spécifiques, comme des collectivités territoriales, des agences et entreprises publiques ou encore des agences supranationales. Et en général, elles ne sont pas très bien couvertes par les bases de données des prestataires d'analyse climatique. Et donc, on les a exclus pour cette première étude. Et d'autre part, certains actifs éligibles sont adossés, sont associés à donc ce sont soit des créances bancaires, en fait, soit des titres adossés à des créances bancaires et qui sont émis ou sont associés à des débiteurs qui sont trop micros pour être inclus dans les bases de données. C'est pour ça qu'on n'a pas aussi inclus ces classes d'actifs-là dans l'analyse. Alors, j'en viens tout de suite aux résultats de cette étude. Donc, les 2 métriques d'alignement confirment toutes les 2 que le collatéral éligible n'est pas aligné 2 degrés. Donc, dans les 2 cas, la note moyenne du collatéral éligible pour les 2 métriques est clairement au-dessus de la référence d'alignement. Et en fait, ce non-alignement suit à peu près le non-alignement des principales entreprises européennes. Si on prend la référence de l'Eurostoxx 600, les 600 premières capitalisations européennes, on est sur des moyennes assez similaires. Alors pour expliquer un peu plus ces 2 graphiques, on a en abscisse la métrique que l'on étudie, en ordonnée, on a le pourcentage d'encours éligibles qui font mieux que cette métrique, qui sont plus alignés que la valeur à laquelle que l'on regarde en abscisse. Pardon. Donc, si on prend par exemple le graphique à gauche, la référence d'alignement, c'est le 0% de dépassement de budget, c'est être dans le budget carbone. Et on voit par exemple que 25% des encours émis par des corporates, par des entreprises non financières, sont alignés. Donc, seulement 25% des entreprises sont alignées. Et finalement, le constat est assez semblable avec l'autre métrique, mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que suivant la métrique que l'on utilise, cela change le rapport de force entre les différentes catégories d'émetteurs. Et finalement, la métrique de gauche, on le voit, a tendance à avantager les bancaires en jaune par rapport aux entreprises non financières en vert, et vice-versa pour la métrique de droite. Donc il y a vraiment un enjeu méthodologique sur la métrique que l'on choisit de prendre pour analyser l'alignement de données. Si on s'intéresse maintenant au collatéral mobilisé, c'est-à-dire aux actifs financiers qui sont effectivement placés en garantie par les banques commerciales auprès de l'Eurosystème, on se rend compte que la distribution du score climatique du collatéral mobilisé est vraiment semblable à celle du collatéral éligible, ce qui laisse penser qu'au sein d'une catégorie d'actifs, le collatéral mobilisé est à l'image du collatéral éligible, du marché. Si on prend maintenant les banques individuellement et qu'on étudie pool par pool, c'est-à-dire portefeuille par portefeuille de collatéral, on se rend compte qu'il y a une grande hétérogénéité dans les taux de couverture des données climatiques. Donc on voit qu'il y a quand même un grand nombre de banques qui sont assez peu couvertes par nos données fournies par les prestataires, ce qui pose problème à ce stade. Et d'autre part, on observe aussi une grande hétérogénéité des notes moyennes des portefeuilles bancaires, ce qui laisse penser que toutes les banques ne sont pas exposées de la même façon au risque de transition. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de la distribution de notes du collatéral éligible et du collatéral mobilisé. Et une question duale qu'on peut se poser est celle de savoir quelle est la taille d'un gisement éligible qui peut être dit aligné ou dit bas carbone. Alors si on s'intéresse à la métrique d'intensité carbone, par exemple, et qu'on regarde les 3 catégories d'émetteurs de titres qui sont inclus, qui sont présentés sur cette slide, on se rend compte qu'il existe un gisement éligible de taille suffisante finalement et 2 fois moins intensif en émissions de gaz à effet de serre que celui que le collatéral effectivement mobilisé par les contreparties de politique monétaire actuellement. Alors là, quand je dis suffisant, c'est au sens où il est suffisant et en quantité, c'est-à-dire que ce gisement bas carbone serait de taille correspondante à la taille des actifs, au montant effectivement mobilisé par les contreparties pour les mêmes catégories d'actifs.
Alors du coup, il faut quand même nuancer ce fait au sens où l'existence d'un gisement ne signifie pas pour autant qu'il est effectivement accessible aux contreparties, puisque les banques ne possèdent pas forcément ces actifs-là dans leur bilan. Il se pose donc la question de savoir comment elles pourraient y accéder et à quel prix. D'autre part, l'analyse que nous présentons ici pour ce graphique-là porte simplement sur ces 3 catégories d'actifs qui représentent seulement 30% du collatéral mobilisé. Il faudrait donc étudier et se poser la même question pour les autres catégories. Donc en conclusion, on voit bien qu'il reste encore quelques défis méthodologiques à résoudre pour étudier l'ensemble du collatéral, mais je tiens quand même à souligner que cette étude est la première à analyser en détail le collatéral sous l'angle de son alignement avec l'objectif de degré, avec les accords de Paris. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Antoine. Je rebranche la caméra. Voilà. Merci beaucoup. J'ai pas eu besoin de rebrancher la caméra juste avant parce que le timing était parfait. Donc merci beaucoup. Pas encore beaucoup de questions. Pas de questions d'ailleurs encore sur les sur cet aspect certes un peu plus technique, hein, sur la politique de collatéral de la Banque centrale et surtout la façon d'identifier le collatéral qui pourrait être mieux aligné que le collatéral actuel. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même des questions de compréhension. Je pense que ça aidera tout le monde, hein. Ce sont des sujets qui ne sont pas encore très, très explorés. Donc, posez vos questions. On enchaîne avec Julien Lefournier qui va présenter donc son papier écrit en collaboration avec Ivar Eklund sur le marché des obligations vertes. Donc, bon, ça risque de nous rendre un petit peu pessimistes. Donc, on va voir, ou sinon vous arriverez peut-être, Julien, à relativiser ce point de vue. À vous, donc, pour 10 minutes, pour nous expliquer en quoi est-ce que les obligations vertes n'en sont pas vraiment, si j'ai bien compris. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, parfaitement. Donc, écoutez, Thomas... Par contre, on ne vous voit pas. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Voilà. Voilà, très bien. Thomas Mélonio nous rappelait que l'AFD était un grand émetteur d'obligations vertes et remarquait que les taux de rendement de ces obligations vertes et de ces obligations classiques étaient les mêmes. Et avec Ivar Eklund, nous avons trouvé important de dire pourquoi c'était le cas et pourquoi en fait il ne pouvait pas en être autrement. Donc en repartant du début, donc un projet vert, c'est un projet qui présente un bénéfice environnemental. Donc il s'agit d'internaliser une externalité négative, donc de payer un coût, comme les coûts de pollution d'une usine. Donc, il n'y a pas de free lunch. Quelqu'un doit bien payer, soit l'État, soit l'entreprise et donc les apporteurs de ces capitaux, ou bien les consommateurs. Par exemple, dans le cas du commerce équitable, c'est le consommateur qui paie le kilogramme de café environ 30% plus cher pour permettre aux travailleurs de vivre dignement de leur travail. Donc, si on prend l'exemple d'un projet vert financé par une obligation verte, qui ne diffère d'un projet brun que par l'adjonction d'une technologie coûteuse de capture de carbone. Et il y a un surcoût à payer pour la même production. Donc la question posée par l'obligation verte devient, si c'est un véhicule qui doit favoriser la transition, permet-elle de transférer ce surcoût au prêteur obligataire via une baisse du coût de financement de l'entreprise qui lance ce projet vert? Donc on s'attendrait à ce que l'obligation verte coûte moins cher à l'émetteur qu'une obligation classique. Définie comme non verte, c'est-à-dire qu'elle offre un taux inférieur au coût habituel du financement obligataire de cet émetteur. C'est ça qui constituerait une incitation financière pour l'émetteur à entreprendre le projet vert que l'obligation finance. Alors d'abord, il faut se rappeler qu'il n'y a qu'un seul marché obligataire. Il n'y a pas un marché primaire pour les obligations vertes et les investisseurs verts et un marché primaire pour les obligations classiques et les investisseurs traditionnels. Donc, une nouvelle obligation verte, c'est un paquet d'obligations unitaires, est vendu à un prix unique à un ensemble de participants à l'offre primaire. Très majoritairement, donc, des investisseurs traditionnels. C'est ce que je figure en haut à droite.
à travers le camembert où on représente le placement d'obligations. Les chiffres 70-30 ici ne jouent aucun rôle. Donc les traditionnels, c'est la part bleue. Ça, c'est un fait consensuel et très facile à établir, deal après deal et de manière agrégée. Ensuite, on peut se rappeler que le prix d'un titre financier, c'est la valeur actualisée de tous les revenus futurs auxquels sa détention donne droit. Actualisé, calculé avec un taux d'actualisation correspondant au rendement attendu du titre. Alors pour une action, la formule est théorique au sens où les revenus futurs sont inconnus, mais sur l'obligataire, la formule est d'utilisation pratique tous les jours sur le marché, puisque les revenus sont connus et égaux au coupon payé par l'obligation. Donc la formule montre que à chaque instant, le prix ne dépend que du taux sans risque et de la prime de risque de l'émetteur. Ce sont des données observables. Ce dont la formule ne rend pas compte, c'est la clause dite pari passu, qui est extrêmement structurante sur l'obligataire. Elle établit que le droit des porteurs obligataires est strictement le même pour tous les détenteurs existants et à venir d'obligations émises par un emprunteur donné. Donc en fait, dans la formule, le S ne dépend que de l'émetteur, en fait, de sa capacité de remboursement. Et il n'y a absolument pas de l'utilisation des fonds. Donc la seule différence notable d'une obligation verte par rapport à une obligation classique tient dans les engagements pris par l'émetteur sur l'usage des fonds destinés à financer ou à refinancer un projet vert. Cette déclaration n'a pas de valeur juridique et surtout, l'obligation verte n'offre contractuellement aucun droit supplémentaire à l'acheteur, ni financier, c'est-à-dire il n'y a absolument rien qui pourrait modifier le risque rendement du titre, ni d'aucune sorte en fait. Donc les acheteurs de l'obligation verte sont donc sont donc strictement pari passu avec les détenteurs d'obligations classiques émises par le même emprunteur. Donc on peut facilement neutraliser la composante crédit en comparant une obligation verte à une obligation classique d'un même émetteur, par exemple la FD, et de même exactes autres caractéristiques, la maturité, le coupon, le format juridique. C'est pas du tout une expérience de pensée radicale, donc, puisque la très vaste majorité des émetteurs d'obligations vertes émettent également des obligations classiques, comme l'État français, l'AFD, l'EDF, etc. Donc, les échéanciers de flux financiers de ces deux obligations seraient strictement identiques et tous les paramètres qui déterminent le taux d'actualisation également. Le S et le I sont donc les mêmes. On a donc forcément égalité des prix de l'obligation verte et d'obligations classiques équivalentes. Donc, en conclusion, pour un investisseur traditionnel, donc dans le bleu du camembert en haut à droite, et pour un émetteur donné, donc à risque crédit fixé, une obligation verte sera valorisée exactement comme une obligation classique. Donc pour lui, la prime verte ne peut valoir que 0. Ensuite, je rappelle le narratif Prodomo qui dit que la prime verte résulterait d'une souscription verte additionnelle, celle d'investisseurs verts, qui conduirait à un déplacement favorable du point d'équilibre d'offre-demande, finalement, comme dans la représentation théorique de la microéconomie. Bon, il y a deux failles à ce discours, chacune fatale en fait. La première, c'est que cette demande additionnelle devrait évidemment s'exprimer à un niveau de prix supérieur pour qu'elle joue un rôle. Une demande additionnelle verte sans prime verte ne joue pas. Hein, il y aurait simplement ce qu'on appelle une réduction dans l'allocation des ordres des investisseurs. Or, le principe essentiel en finance de responsabilité fiduciaire nous montre concrètement que la dite préférence pour la soutenabilité des investisseurs dits verts est toujours subordonnée de fait à la performance financière. À droite, je cite PGGM, le deuxième plus gros fonds de pension néerlandais, qui s'exprimait dans la revue de stabilité financière sur le verdissement de la finance en juin 2019. Donc, les investisseurs verts, tels qu'on les connaît, sont des investisseurs traditionnels. Ils n'ont en fait aucune contrepartie tangible pour justifier de valoriser différemment une obligation verte. Donc là, la prime verte vaut toujours 0. Ensuite, la seconde faille, c'est que même si on faisait l'hypothèse d'investisseurs vertueux, c'est-à-dire prêts à payer une prime pour la promesse verte qu'il aurait faite, pour un bénéfice moral par exemple, le processus même
de construction du pricing primaire obligataire invalide l'existence de cette prime. Il faut d'abord remarquer qu'il s'agit d'une hypothèse extrêmement forte, hein, compte tenu du principe de responsabilité fiduciaire, puisque cela se traduirait concrètement par une véritable subvention des acheteurs vertueux via la baisse de la charge d'intérêt payée par l'entreprise, et ce au profit de tous les autres détenteurs du capital, hein, les détenteurs d'obligations classiques et les actionnaires. Alors pourquoi le processus de construction du carnet d'ordre invalide la prime verte? Eh bien, c'est parce que dans ce processus, hein, on relève les ordres en fonction de la prime, du prix le plus agressif, donc avec la prime de crédit la plus faible jusqu'à la plus haute. C'est le dernier ordre collecté qui permet de compléter, celui qui permet de compléter le placement à hauteur de la taille totale recherchée, qui détermine en fait le prix de l'ensemble de l'émission. Cet ordre étant celui d'un investisseur traditionnel, un pur acheteur de crédit, le prix final s'établit toujours dans le paradigme risque-rendement classique. Donc la prime verte vaut toujours 0. À droite, je montre un exemple théorique où un émetteur cherche à émettre 500 millions d'euros. Donc il y a une demande en haut de 1 milliard, c'est 2 fois sursouscrit. Et en bas, je rajoute une surdemande, par exemple, de 150 millions d'euros d'ordre vertueux. Et on voit comment le pricing diminue seulement de 1 point de base par rapport au cas de base, tout en s'établissant toujours dans la zone bleue, c'est-à-dire dans le paradigme risque-rendement traditionnel. Donc, la conclusion, c'est que, en fait, on a établi une forme de preuve d'impossibilité. C'est-à-dire que dès que des investisseurs traditionnels, et c'est le cas, participent à l'achat d'une obligation verte, la prime verte ne peut valoir que 0. Et une remarque qui s'ensuit, c'est que la nullité de la prime verte ne dépend absolument pas de la qualité du projet et de l'engagement vert de l'emprunteur. C'est à ce titre, le débat sur la taxonomie ne dit rien en lui-même sur l'utilité de l'obligation verte. Donc, dans le paradigme du risque-rendement, pour changer réellement l'allocation des liquidités en faveur de la transition, il y a une condition, c'est déterminer ce qu'est un actif véritablement vert, et seulement 3 solutions. Dégrader la rentabilité du brun, ou bien augmenter la rentabilité du vert, ou bien réduire le risque du vert. L'obligation verte ne fait rien de tel, puisqu'elle ne modifie pas le risque-rendement par rapport à l'obligation classique. Donc si on ajoute finalement qu'elle n'offre aucune additionnalité, ça c'est un fait tout à fait consensuel, l'obligation verte n'offre à l'émetteur aucun avantage comparatif par rapport à l'obligation classique. Elle ne crée pas de signal prix, si vous voulez, à travers une diminution potentielle du coût de financement qui modifierait les comportements des émetteurs, entreprises ou États. Donc il s'agit d'un financement ex post. Une obligation verte n'a aucun impact possible sur le verdissement des projets. C'est le projet lui-même qui est vert ou pas. Ce n'est pas l'obligation qui peut rendre le projet vert. C'est le projet vert qui, dans les bons cas, peut rendre l'obligation verte. Le fameux fléchage mis en place, parce qu'en fait le concept va contre la nature structurelle de l'obligataire qui résulte de la fongibilité des liquidités d'une entreprise. Il fonctionne en fait à l'envers. Il n'y a pas de lien de causalité entre l'obligation verte et le projet vert, tant que le coût est le même que celui de n'importe quelle obligation pour l'emprunteur. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette démonstration donc de la nullité de la prime verte. On verra peut-être après dans les questions si les obligations vertes doivent s'analyser à travers le prisme rentabilité-risque, hein, ou si bon, il y a peut-être aussi une autre approche à ouvrir. Il y a quelques questions que je garde pour la suite, et donc je laisse la parole à Jérôme Déris, qui nous propose une remise en question de l'approche par le risque, en partant du principe qu'il est plus important de protéger le climat de la finance que de protéger la finance du climat. Donc, on t'écoute, Jérôme, pour une dizaine de minutes. Bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Parfaitement bien.
Parfait. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir présenter cet article devant vous aujourd'hui. Et j'espère que j'aurai de nombreux retours à la suite de la présentation. Donc moi, dans ce papier, je suis parti de la façon dont on a habituellement de présenter les liens entre finance et climat, entre finance et transition, à savoir le constat que la transition, par la nature des changements très importants qu'elle implique, représente un risque de perte pour la finance et d'abord pour l'économie réelle. Donc pourquoi est-ce que c'est des pertes pour l'économie réelle? D'abord, vous avez la question des actifs échoués. Donc la littérature sur les actifs échoués, qui a une dizaine d'années, elle nous dit qu'il y a un certain nombre d'actifs qui sont incompatibles avec le respect des objectifs climatiques et qui devront donc être retirés de manière prématurée si l'on veut respecter les objectifs climatiques. En catégorie, si vous voulez, d'actifs échoués, d'une part, vous avez les hydrocarbures excédentaires au budget carbone, c'est-à-dire les réserves de pétrole, de charbon, de gaz, que l'on ne peut pas se permettre de brûler si on veut maintenir le réchauffement sous 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Ensuite, vous avez juste en aval de ces réserves excédentaires le capital émetteur excédentaire, donc typiquement des centrales à charbon qui auraient été construites, qui auraient besoin de tourner pendant 40 ans et qu'on serait obligé de fermer avant la fin de leur durée de vie. Et enfin, par des phénomènes de propagation de ces pertes dans les chaînes de valeur, vous avez le phénomène des cascades d'échouage qui nous enseigne que même si certaines activités, certains secteurs ne sont pas directement de gros émetteurs de gaz à effet de serre, ils peuvent, par leur interdépendance et leur interconnexion avec d'autres activités, subir aussi des pertes en raison de la transition. Donc, ces actifs échoués, ils représentent un risque pour la sphère financière parce qu'ils représentent donc d'une part des pertes directes dues aux expositions aux actifs échoués réels, mais aussi des pertes indirectes, parce qu'on a aussi des phénomènes d'amplification et de propagation endogènes au sein même de la sphère financière qui vont propager en amplifiant le choc de transition. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir certaines banques qui ne sont pas directement exposées aux actifs échoués, mais qui, par leur vulnérabilité et leurs expositions à leurs voisines, risqueraient donc de prendre des pertes en cas de transition. Donc ce risque sur la stabilité financière, il est particulièrement important et préoccupant parce qu'on sait aujourd'hui qu'il est insuffisamment pris en compte par les acteurs. Donc les banques, les agences de notation, plus généralement les marchés, ne pricent pas suffisamment ce risque de transition et ne l'intègrent pas à leurs actions et à leurs décisions d'investissement. Donc partant de ce constat, les régulateurs et les superviseurs financiers peuvent jouer sur 2 grands types de politiques pour essayer de garantir la stabilité financière. D'une part, vous avez les politiques que j'appelle informationnelles. Donc là, l'idée principale, c'est de se dire que le gros problème, le gros obstacle à l'intégration des risques de transition, ça serait que les investisseurs manquent d'informations, où l'information est trop coûteuse, pas assez transparente, et que en favorisant donc cette divulgation d'informations, en développant des méthodologies pour mesurer ce risque, on pourrait en fait restaurer quelque part l'efficience des marchés en ramenant les prix relatifs vers leur valeur d'équilibre, leur valeur fondamentale quelque part. Donc ça, il y a 2 problèmes à mon sens à ces politiques-là. C'est que d'une part, il n'est pas sûr que juste plus d'informations ou une meilleure information suffisent à intégrer les risques de transition au prix. Et là, vous avez toute une très vaste littérature théorique qui critique cette hypothèse qui est implicite derrière, à savoir l'hypothèse d'efficience informationnelle des marchés, qui nous disent que pour un tas de raisons, même si l'information est disponible, peut-être qu'elle ne sera pas intégrée par les acteurs. Donc l'incertitude radicale au sens de Keynes et Knight, la rationalité limitée des acteurs, la tragédie des horizons, etc. Et ensuite, il me semble qu'il y a une deuxième limite à ces politiques qui ne peuvent pas assurer seules la stabilité financière, c'est le fait que la stabilité financière, c'est un bien public, quelque part. Au sens où les investisseurs individuels auront toujours tendance à s'exposer un petit peu trop au risque de transition, de manière individuelle, ou alors à se protéger de manière insuffisante, à approvisionner des fonds propres, des capitaux propres, en proportion insuffisante pour se protéger contre la réalisation d'un choc de ce type-là. Et donc, si on accepte ces deux constats-là, on a besoin de politiques qui soient cette fois contraignantes, descendantes sur les acteurs, et qui imposent donc ce que j'appelle les politiques prudentielles aux acteurs, ou de moins s'exposer à ces risques, ou alors de provisionner davantage de capital pour être capable d'absorber les chocs au cas où ils surviendraient. Et donc là, la mesure paradigmatique, si vous voulez, c'est le Brown Penalizing Factor, l'idée d'imposer aux banques, en proportion de leurs prêts vers les secteurs bruns et les secteurs les plus carbonés, une surcharge en capital qui les oblige à aller au-delà de leur niveau de protection face aux risques qu'elles auraient pris de manière individuelle. Donc, comme la transition menace la stabilité financière, le climat fait irruption sur la scène financière,
cette approche, elle est tout à fait légitime, elle est nécessaire puisque la menace est réelle et donc cette approche est pertinente. Pour autant, elle charrie un certain nombre d'impensés et de limites que j'aimerais souligner. C'est-à-dire que d'une part, en pensant la survenue justement du climat sur la sphère financière, le fait que la transition vienne rebattre les cartes de la rentabilité, des rentabilités passées, quelque part, ça présente la transition comme un événement exogène, comme un événement extérieur qui viendrait frapper la sphère financière et dont il faudrait se prémunir. Or, la transition, elle est endogène aux décisions des acteurs et notamment endogène aux décisions des acteurs financiers eux-mêmes, puisque la finance, elle a un rôle éminemment stratégique dans le capitalisme, c'est celui d'allouer les capitaux entre différents projets d'investissement. Et donc, le fait que la transition advienne, ça sera surdéterminé par la façon dont les projets d'investissement d'aujourd'hui et demain discriminent entre différents projets et donc déterminent si l'économie de demain est compatible ou non avec les frontières environnementales. Et donc, une fois qu'on reconnaît le caractère d'une part endogène de la transition, à savoir que ce n'est pas quelque chose de naturel qui va venir tout seul frapper les rentabilités, mais quelque chose d'endogène, et d'autre part qu'on reconnaît le fait que la finance est éminemment stratégique et donc un terrain d'intervention pertinent pour faire advenir cette transition, on peut proposer cette fois un changement de perspective radical en quelque sorte, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à la stabilité financière et à regarder comment est-ce que le climat la menace, on peut s'intéresser à la stabilité climatique, partir de la stabilité climatique, en essayant de se questionner sur la manière dont la finance, telle qu'elle est actuellement, menace éventuellement la survenue de la transition. Et là, ce changement de perspective, il apporte des questions radicalement nouvelles. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'approche par le risque, que vous voulez gérer la stabilité financière, ce qui vous importe déjà, d'une part, c'est le stock total de titres. Que les titres aient été émis il y a 20, 15, 5 ans, ou qu'ils soient émis maintenant, aujourd'hui, sur le marché primaire, ça n'a aucune importance. Ce qui pose problème pour vous, ça va être de la distribution, la répartition de ces actifs, de ces titres financiers, au sein du système financier, de manière à ce que chaque institution qui est détentrice de ces titres ait les reins suffisamment solides pour absorber les pertes. C'est ça qui vous importe quand vous vous occupez de la stabilité financière. C'est la répartition du stock total de titres passés au bilan des institutions financières et qui s'échangent sur les marchés secondaires. De plus, vous avez besoin que les changements de prix relatifs, cette redistribution, elle s'effectue de manière relativement tranquille, en tout cas graduelle et anticipée par les acteurs. Puisque si jamais vous aviez une cristallisation des anticipations de marché autour du fait que les actifs échoués ne valent plus rien aujourd'hui, tout le monde en même temps, et ben en fait, vous précipiteriez ce que vous essayez d'éviter, à savoir une crise systémique, un climate Minsky moment, où tout le monde essaie de revendre en même temps. Alors que vous, ce que vous essayez de faire, c'est juste de redistribuer les actifs échoués de manière à ce que chacun ait à son actif suffisamment de capital pour absorber les pertes le jour où la transition survient. Si vous vous placez de l'approche du point de vue opposé, donc par l'approche que j'appelle par le climat, au contraire, ce qui vous importe, c'est pas qui détient quoi, quelque part, c'est pas les stocks d'actifs et de titres financiers passés, mais c'est bien les nouveaux flux d'investissement. Ce qui vous importe vraiment, c'est juste le marché primaire. Et là où l'approche par le risque avait besoin d'un changement graduel anticipé par les marchés, l'approche par le climat, elle veut un changement le plus rapide et brutal possible, puisqu'elle veut fermer au plus vite le robinet à investissement fossile, si vous voulez. Donc, à objectifs différents, je pense qu'il faut penser des instruments différents, et donc c'est l'intérêt de l'approche par le climat, qui cherche à assurer la stabilité climatique, et qui va s'appuyer sur des politiques différentes. Donc, j'isole aussi là deux grands types de mesures. D'une part, vous avez les mesures de promotion. Donc, les politiques de promotion, l'idée, c'est de se dire qu'on va essayer de favoriser, de démultiplier les investissements verts. Ça peut passer par des mesures d'information, d'incitation, une intervention plus directe, ou voire même de la coercition, un retour au contrôle des crédits, etc. Donc, ces politiques, elles sont légitimes puisqu'il y a effectivement un déficit d'investissement vert. Pour autant, je pense que si l'objectif, c'est vraiment de stabiliser le climat, elles sont relativement inadaptées. Et ce, pour deux raisons. C'est que d'une part, vous avez le problème de l'effet rebond, qui nous enseigne que c'est pas parce que vous faites des mesures d'efficience énergétique que vous allez forcément faire baisser les émissions. Et d'autre part, peut-être un argument encore plus fort encore, le fait que l'histoire de l'énergie nous enseigne qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique spontanée dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des additions, des sédimentations énergétiques, et c'est pas en finançant un petit peu davantage de propre, de renouvelables, de nucléaire, etc., que vous allez mécaniquement
en fait, faire diminuer le brin. Pour ce faire, si vous voulez vraiment assurer la stabilité climatique, à mon sens, il faut s'appuyer sur des politiques qui soient directement dirigées vers cela, à savoir des politiques de répression, je vais finir là-dessus rapidement, qui cherchent à ralentir et arrêter les investissements bruns le plus rapidement possible. Et là, du coup, vous pouvez avoir d'une part un retour à un paradigme monétaire et financier, à un régime monétaire tel que celui des 30 Glorieuses, hein, donc un contrôle du crédit, ce qu'on appelait la répression financière, ou alors vous pouvez ajouter des clauses de négociabilité limitées, par exemple, aux nouvelles émissions de titres. Et donc ça, l'idée, c'est de restreindre la liquidité pour les actifs bruns, de manière à lier les financeurs avec les projets qu'ils financent. Et de cette manière, on leur impose de détenir suffisamment de capital pour absorber les pertes, et ils savent qu'ils ne pourront pas, en quelque sorte, sortir du train avant que le contrôleur n'arrive, et donc ils devront prendre les pertes in fine. Voilà, donc je pense que les deux approches sont légitimes, mais qu'il y a une focalisation un petit peu trop forte sur la première, qui a conduit à oublier un petit peu la stabilité climatique. Voilà, je m'arrête là. Merci, merci beaucoup. Merci Jérôme. Alors on va poursuivre cette démarche un peu, je dirais un petit peu critique de l'approche par les risques. J'espère que vous m'entendez. J'ai des petits problèmes de réseau, donc j'espère que ça va tenir le temps de ma présence. Alors, nous t'entendons bien, Hugues, mais j'ai l'impression que toi, tu nous entends peut-être pas. Si alors, j'apparais comme mute, mais j'ai l'impression que vous m'entendez quand même. Donc, je vous présente un papier qu'on a écrit avec Louis Zamarioli, qui est avec nous aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'il pourra avoir accès au micro, dans le cadre d'un projet, un gros projet européen Horizon 2020, qui a eu lieu ces 3-4 dernières années, qui s'est terminé en début d'année. Alors le papier est très gros, donc là je vais me concentrer aujourd'hui sur une seule des parties de ce papier. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout une démarche exploratoire qui vise à proposer un cadre de classification des théories et des mécanismes qui sont appelés pour créer ces démarches de finances durables, ces politiques en particulier et réglementations de finances durables. L'objectif là, c'est de tester ce cadre sur des politiques en cours pour voir si on peut en tirer quelque chose. Donc c'est assez exploratoire. Et d'ailleurs, vos questions et vos commentaires seront les bienvenus pour nous permettre d'affiner tout cela. Alors notre point de départ, je ne m'étends pas dessus, on en a parlé déjà beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment l'accord de Paris, un objectif de 1,5 voire 2 degrés de limitation du réchauffement, donc net zéro, neutralité carbone totale pendant ce siècle le plus tôt possible et plutôt autour de 2050 pour ce qui est du CO2, si on veut vraiment atteindre les 1,5, donc une révolution industrielle, ni plus une révolution socio-économique, et tout cela est à financer. Pour autant, la finance n'a pas été conçue pour sauver la planète. Le système financier ne fonctionne pas actuellement pour ce faire, tel que même ça a été admis et mis sur la place publique, notamment par Marc Carnier, on en parlait tout à l'heure. D'où cette nécessité ou cette volonté de modifier la finance, de l'améliorer, et ce concept de finance durable qui a émergé donc depuis 2015, depuis l'accord de Paris en particulier, pour essayer de résoudre ce problème, en tout cas la partie financière de ce problème. Alors sur quoi repose cette finance durable? C'est vraiment la question qu'on se pose ici dans ce papier, dans ce que je vais vous montrer par la suite, en termes de théorie, en termes de mécanismes. Quels sont ces mécanismes auxquels les régulateurs font appel lorsqu'ils mettent en place donc ces dispositifs de finance durable? Là, le résumé un peu de notre questionnement est très bien exprimé par cette phrase de Katharina Pistor, une chercheuse de Columbia, dans son papier de 2012, que je vais vous lire. Notre façon de penser les marchés financiers détermine la manière dont nous les réglementons. Il ne faut donc pas s'étonner que différentes théories conduisent à des stratégies réglementaires différentes. C'est exactement la question qu'on pose. Nous, on va essayer de regarder quelles théories sous-jacentes conduisent à telle ou telle stratégie réglementaire. Alors pour ce faire, on a élaboré une grille assez simple de 4 dimensions, chacune composée de 2 pôles qui ont tendance à s'opposer, donc qui sont même plutôt en contradiction. Donc on caractérise, on exagère peut-être un peu les traits ici et là pour essayer de voir d'où viennent les idées derrière. Donc en termes de théorie et de mécanisme, alors pour ce qui est du système financier, on en a parlé déjà à plusieurs reprises tout à l'heure,
en termes de marché libre versus marché réglementé. Alors d'un côté, on repose vraiment sur l'efficience des marchés, la transparence, le pricing des risques, versus un appel plus fort aux institutions, les interventions des gouvernements pour l'intérêt général. Je fais juste une pause que je sens que ça bip de partout. Je veux juste voir que j'ai pas des alertes. Non, ça a l'air de marcher. Pardonnez-moi. Du côté de la distinction entre ce qui est activité verte et brune, pardonnez-moi tous ces guillemets. Donc on a d'un côté une théorie sur l'accroissement des niches vertes, donc qui repose vraiment sur la destruction créatrice, concept de Schumpeter, qui repose lui-même sur l'innovation technologique, mais aussi là en ce qui nous concerne financière, vis-à-vis donc d'une approche plutôt de verdissement du système dans son ensemble, du système financier, qui consiste du coup à façonner les marchés, à organiser la transition, à investir, en tout cas à mobiliser beaucoup l'investissement public. Donc voilà pour ces oppositions-là. Du côté du mécanisme, deux grands mécanismes, soit on cible les institutions financières individuelles, donc un point de vue plutôt micro, versus un point de vue macro centré là sur le système financier, son fonctionnement, les interactions entre les institutions elles-mêmes. Et enfin, un dernier mécanisme, dernière dimension qu'on regarde, qui va chercher soit à attirer les investisseurs par un mécanisme naturel, entre guillemets, via du signal prix, qui doit guider vers les vers les bonnes activités, et plutôt repousser au-delà désinciter à aller sur celles qu'on ne souhaite pas. Donc attirer vers le brun et plutôt attirer vers le vert et repousser le brun. Et au contraire, des mécanismes beaucoup plus, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Jérôme, coercitif, de pousser, donc plutôt le bâton que la carotte ici, pour orienter, pour inciter, pour contraindre, voire obliger les investisseurs, les institutions financières à aller dans une direction donnée, soit pour investir, soit pour au contraire sortir de certains investissements. Donc une fois qu'on a défini ces quatre grandes dimensions, qu'est-ce qu'on fait? On a testé donc ce filtre, cette grille, sur deux cadres parmi les principaux, donc le plan d'action européen pour la finance durable et son équivalent en quelque sorte chinois, les lignes directrices pour l'établissement d'un système financier vert. Donc la logique est un peu assez similaire, mais on va voir s'appuie sur des dispositions différentes. On en a listé 21 d'un côté et 31 de l'autre du côté chinois. Donc, comment on fait ça? C'est vraiment du dire d'expert, on va dire, méthodologiquement. C'est-à-dire qu'on va prendre chacune des dispositions et on va les passer dans notre grille et on va évaluer si chaque disposition repose un peu, beaucoup ou pas du tout sur chacun des pôles qu'on a évoqués là dans les quatre dimensions données. Donc, on fait l'exercice qui est assez long et qui n'est pas consensuel, c'est-à-dire que même si on n'est que deux auteurs, on s'est pris la tête pas mal pour arriver à converger et à se mettre d'accord sur une note, sur ce 0, 0,5 ou 1 pour chacune des lignes, et on a fait ça donc pour les deux plans. On représente là, c'est une des façons de faire, les résultats sous la forme d'un diagramme, donc c'est assez condensé, donc il y a beaucoup de choses à dire potentiellement, et on n'aura pas le temps ici d'aller dans les détails. Donc je vais juste vous sortir 2-3 messages clés pour voir un peu ce qu'on peut tirer de ce type d'information. Donc en bleu, le plan d'action européen, en orange, le plan d'action chinois, sur ces 4 dimensions, ces 8 pôles. Là, on voit quelques phrases explicatives ici. Donc par exemple, sur le plan régulation versus marché libre, là, on voit qu'on a un signal un peu plus fort pour l'Europe, pour le plan européen, du côté de la régulation que du côté de l'appui sur les marchés libres, ce qui peut paraître surprenant pour un certain nombre d'observateurs. Sachant que, et j'insiste beaucoup là-dessus, notre analyse, elle se fait sur les textes, pas sur la mise en place, et sur les textes initiaux, c'est-à-dire en ouvrant toute la panoplie des différentes dispositions qui sont mobilisables dans le cadre de ce plan, et pas de ce qui a déjà été mis en place ou de ce qui est le plus réfléchi ou le plus mis en avant. Donc du coup, il y a une différence entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui est faisable, ce qui est envisagé par le régulateur au départ, et puis ce qui est mis en place ou ce qui est discuté, ou ce qui paraît dans la presse le plus au plan concret.
De la même manière, on a quelque chose d'intuitif qui se dégage sur l'aspect verdissement donc du système dans son ensemble ou accroissement des niches vertes, avec en effet un niveau système qui paraît plus fort de manière très nette que la partie niche verte. Donc ça paraît surprenant pour certains, notamment parce que le gros de ce qui est discuté aujourd'hui au niveau du plan européen est la taxonomie verte, et la taxonomie verte, par définition quelque part, est une approche de niche, un peu comme les green. Alors pour autant, déjà, il n'y a pas que la taxonomie verte, il y a plein d'autres dispositifs qui sont prévus, pas forcément mis en place. Et puis même la taxonomie en elle-même, aujourd'hui, elle est certes une approche de niche, mais elle a vocation, déjà, elle peut ne pas être que sur les approches vertes, elle pourrait très bien être beaucoup plus orientée sur le vert et le pas vert, et le brun en particulier. Puis surtout, elle est prévue pour aller sur l'adaptation, sur la biodiversité, sur les ressources en eau, etc. Et donc, pour le coup, elle est écrite sur le papier comme étant prête à aller sur, à être comment dire, mobilisé sur des enjeux beaucoup plus larges et systémiques. Entre pousser et pour mobiliser les investisseurs, là pour le coup c'est très net, on a vraiment un signal beaucoup plus fort du côté des mécanismes d'attraction. Et en effet, la politique européenne ne prétend pas pousser les investisseurs dans une direction particulière, mais plutôt agir sur les mécanismes pour que les investisseurs soient attirés vers ce qui est souhaitable. Et enfin, entre micro et macro, on a très nettement un signal sur le micro, c'est-à-dire on vise les institutions en particulier et très peu le fonctionnement du système dans son ensemble. Du côté chinois, on peut comparer là tout de suite, on voit quelque chose d'assez différent, donc je ne rentre pas dans les détails point par point, mais on voit qu'au lieu d'avoir des signaux très différents entre les différents pôles, on a quelque chose qui est plus homogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est là-dessus qu'il faudra discuter ensuite. Donc, je vous propose juste quelques points de discussion en guise de conclusion. Donc, on voit justement ce plan d'action européen beaucoup plus polarisé. Est-ce que pour autant, ça signifie qu'il est plus cohérent? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'appuie sur des théories ou des mécanismes plus précis, enfin particuliers, le dispositif est moins prononcé sur telle ou telle théorie? Toutes les dispositions, tous les dispositifs prévus par les différents textes, de la même manière, avec le même poids. On n'a pas pondéré une disposition particulière sous prétexte qu'elle est plus importante que l'autre. Pour l'instant, c'est vraiment juste une liste. Alors, dans les évolutions méthodologiques possibles, on pourrait justement mettre en place une sorte de pondération pour essayer de regarder un peu plus Hugues, est-ce que tu nous entends? Les outils qui sont les plus prépondérants au sein des dispositifs. Est-ce que tu nous entends, Hugues? Alors, nos résultats, certes, est-ce que d'autres personnes m'entendent? Préliminaires, dégagent quand même quelque chose. C'est bon, on vous entend. On voit le reflet d'une gouvernance polycentrique, c'est-à-dire sur plusieurs niveaux, sur plusieurs tableaux. C'est très les théories mobilisées, et aussi évidemment structure textes nationaux qui sont très différents les uns des autres. Enfin, en guise de conclusion, nous on a donc proposé cette approche qui nous semble, qui permet de décrypter, ou en tout cas d'aider à décrypter les différents plans, les différentes politiques de Sustainable Finance. Alors c'est pas un tout, c'est vraiment un premier pas vers un examen plus approfondi de cette efficacité vis-à-vis du climat, des différentes politiques de finances durables. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai des délais dans la façon dont je m'exprime, ça a l'air d'apparaître plus en délai, donc j'espère que vous m'avez bien entendu, et je m'arrête et je... Merci beaucoup Hugues. Oui, je crois qu'il y avait des petits soucis de connexion effectivement et que tu ne nous entendais pas. J'espère que tu vas quand même pouvoir réagir aux questions qui seront posées. Bon, il nous reste à peu près 3/4 d'heure de discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est de revoir un certain nombre de questions qui ont été posées. Merci déjà à nos intervenants, non seulement pour leur présentation, mais aussi pour avoir pris la peine de répondre déjà. Merci donc à nos intervenants d'avoir déjà commencé à répondre à certaines questions. Alors, je vais les prendre quand même un peu dans l'ordre.
Et on va commencer par les questions qui ont été posées à partir de l'approche de Laurence, notamment Dominique Pillon, qui va intervenir cet après-midi, demandait si le raisonnement que tu appliquais était généralisable à l'ensemble des banques centrales. Est-ce que ces basculements, ces changements de doctrine s'observent aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents? Et j'ajoute les autres questions qui s'enchaînaient avec celle-ci. Ivar Ekland faisait remarquer que les situations de guerre étaient évidemment des situations d'incertitude radicale. Est-ce qu'on a des expériences des banques centrales en situation de guerre? Quels ont été les changements éventuels de doctrine à ce moment-là? Il y avait également une question, mais qui débordait peut-être l'approche de l'action des banques centrales, une question sur la façon d'intégrer les externalités sous forme comptable au passif de bilan, mais ça, je pense que ça déborde un petit peu. Donc, on pourrait y revenir pour la suite, pour les autres présentations. Donc, on commence peut-être avec Laurence, qui réagit à ces questions-là, puis ensuite je vais réagir très vite. Enfin, paradoxalement, je ne sais pas si c'est paradoxalement, mais en fait, les banques centrales des pays en développement ou émergents ont souvent un mandat plus global en fait que le mandat des pays plus avancés, et notamment parce qu'ils intègrent des questions de soutenabilité. En fait. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que certaines banques centrales de pays émergents ont déjà en fait intégré comment dire, des modalités d'action plus vertes. Alors c'est le cas par exemple de la Banque de Chine. Ça a été également le cas de la Banque centrale du Brésil qui a intégré le risque financier climatique dans le ratio de capital. La Banque de Chine qui a comment dire, un plan stratégique pour financer davantage des secteurs bas carbone, mais également la Banque du Bangladesh. Donc voilà, donc c'est par le canal de la soutenabilité. Et donc effectivement, quand j'ai rédigé ce papier, j'avais plutôt en tête les banques centrales des pays développés. Et en fait, j'avais vraiment en tête la BCE en réalité. Donc ça, c'est une première réponse. Pour ce qui est des expériences de guerre et de modification du central banking dans les régimes de guerre et de financement de guerre, effectivement, comment dire, le changement radical qu'on a eu disons à partir du milieu des années 30 et qui s'est accéléré dans les années 40, c'était lié à la conjonction en fait de la crise financière majeure qu'on a eue, notamment, enfin qui est née aux États-Unis, et ensuite de la préparation puis l'économie de guerre. Et dans ces cas, et on a vu que à ce moment-là, on a vraiment eu un basculement très très fort du régime de central banking, et on a eu, c'est la période de nationalisation des banques centrales. Donc ça commence dans les années 30 et accélération, la plupart des banques centrales deviennent à capitaux publics à ce moment-là. Et puis c'est une période également où le rapport entre les gouvernements et les banques centrales est complètement inversé. Il y a un rapport de subordination qui se met en place, notamment en matière de financement monétaire. Et les banques centrales à ce moment-là semblent déchargées de questions de stabilité financière, mais pour une raison très simple, c'est que les régulations structurelles des systèmes financiers sont telles qu'elles n'ont plus vraiment à se préoccuper de questions de stabilité financière. Et même les taux d'intérêt, dans certains cas, sont fixés directement par les instances gouvernementales. Donc oui, effectivement, et on ne peut qu'être frappé par la convergence, c'est-à-dire dans les années 30, c'est pression déflationniste, crise financière majeure, et alors vraie guerre quoi. Et cette fois, et aujourd'hui quoi, les pressions déflationnistes. Alors certes qu'on a atténué, parce qu'on a tiré un peu les leçons de la crise des années 30, mais également une nécessité de financement massif, qui est une guerre de beaucoup plus longue haleine que la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, effectivement, il y a un lien direct entre les deux. Donc je m'arrête là pour laisser la parole aux autres. Merci beaucoup Laurence, merci. Alors, à propos de la politique de collatéral, il y avait une question intéressante qui était de savoir si la méthode d'évaluation que vous proposez, celle de l'étude de la Banque de France que nous a présentée Antoine tout à l'heure,
est-ce que ça a été appliqué au portefeuille d'actifs de la Banque centrale? Et quelles sont par ailleurs les pratiques des banques centrales en la matière? Il y avait notamment une question concernant la Banque centrale chinoise. Antoine? Oui. Alors, notre étude porte exclusivement sur des données de collatéral. Et je peux laisser... Et donc, bon, pour tout ce qui est programme d'achat d'actifs, on n'a pas... les méthodologies n'ont pas été appliquées puisque la réflexion de la Banque de France porte avant tout sur la politique de collatéral. Voilà. Et est-ce que les banques centrales n'auraient pas intérêt à s'appliquer ce type de méthode, enfin, en tout cas à appliquer cette grille d'évaluation aux actifs qu'elles acquièrent, elles aussi? Je vais donner la parole à Pierre-François Weber pour répondre à la question. Oui, bonjour à tous. Sur ce point-là, je pense que juste un message de prudence, c'est-à-dire que le titre de ce qu'on a fait, enfin la description de ce qu'on a fait, c'est vraiment une expérimentation. C'est une expérimentation parce que le sujet est très neuf et très complexe. Je pense que Antoine a essayé de l'indiquer, de le souligner. On a pris le parti de tester quelques méthodologies et c'est vraiment un test. Et à la faveur de cet exercice, ce qui apparaît, c'est que si ces méthodologies sont intéressantes et séduisantes, elles posent néanmoins des questions. Et particulièrement quand on se place d'un point de vue de policy making, il y a toute une série de choix, à la fois méthodologiques, mais aussi de mise en œuvre éventuellement, qui se posent. Donc, on est très loin de pouvoir dire est-ce qu'il faudrait que les banques centrales fassent la même chose pour les programmes d'achat. Encore une fois, Antoine l'a très bien dit, nous, notre point d'intérêt, c'est le collatéral. Les masses dont on parle en termes de volume financier sont sans commune mesure avec les programmes d'achat. Et puis, encore une fois, message de prudence, ces méthodologies sont neuves, elles sont intéressantes, elles ne sont pas stabilisées. Quand on se place en tant que banque centrale, il y a toute une série de questions supplémentaires qui émergent au-delà des questions méthodologiques. Donc, je pense qu'avant de se poser la question que vous nous posez, je pense qu'il faut en résoudre d'autres. Merci. Prudence, donc. N'allons pas trop vite. Bon, d'autres questions portées sur les obligations vertes. C'était plus des remarques, en fait, qui s'adressaient donc à la présentation de Julien et qui allaient plutôt dans son sens, d'ailleurs, que des questions. Et en outre, Julien a déjà fait l'effort de répondre à ces questions. Mais notamment, il y avait quand même une remarque sur une étude de Zerbib qui mettait en évidence une prime verte de 2 points de base et qui en gros demandait ce que vous en pensiez. Vous avez répondu, peut-être que vous pouvez, Julien, réagir quand même un petit peu pour rebondir sur les remarques qui ont été faites. Tristan Pochat aussi qui faisait remarquer que le certificat green ne valait pas grand-chose, notamment quand les green bonds étaient packagés avec des obligations normales. Et puis il y avait une remarque sinon sur la clause d'affectation à propos de l'utilisation verte des fonds levés. Enfin, s'il y avait une clause d'affectation, ça rendait quand même l'utilisation verte juridiquement contraignante. Mais je crois que vous avez réagi à ça aussi, mais peut-être que vous pouvez rebondir sur l'ensemble des remarques qui ont été faites. Julien, il faut brancher le micro. Vous nous entendez, Julien? Pas sûr que Julien nous entende, ou peut-être qu'il s'est déconnecté. Vous m'entendez par ailleurs? Étienne, tu m'entends? D'accord, donc c'est Julien qui semble s'être déconnecté et qui n'entend pas les questions qu'on lui pose. Si vous voulez, je peux répondre aux questions qui me concernent en attendant. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, bien on sûr. peut faire ça. Je les prends dans l'ordre. Les introduire. Oui, ok. Donc, il y avait notamment pas mal de choses sur l'articulation, politique de répression, politique de promotion, et une remarque qui était faite de Naïma Darwish qui
qui évoquait une sorte de démarche un peu graduelle, c'est-à-dire en disant faut d'abord peut-être commencer par les politiques de promotion et puis muter progressivement vers des politiques de répression. C'est peut-être une vision un peu idéaliste des choses, ça, étant donné que ça recouvre quand même deux approches différentes, mais c'est intéressant de vous entendre réagir, d'entendre réagir à ça. Et puis, il y avait aussi peut-être une question générale à laquelle il va falloir essayer de répondre d'Ivar Eklund. On parle beaucoup risque climatique et on parle un peu moins risque biologique, risque environnemental, qui recouvre en fait des réalités un peu différentes. Et aujourd'hui, on est plutôt confronté au risque biologique, hein, justement, dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, comment est-ce qu'on aborde ça? Est-ce qu'on peut déployer finalement les mêmes grilles d'analyse, les mêmes approches ou pas? Voilà. Merci. Alors du coup, pour la question de Julien Gauthier sur le rapport entre stabilité financière, est-ce que la question, c'est pas finalement plutôt les anticipations? Et je suis assez d'accord avec vous, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de la temporalité qui était nécessaire dans l'approche par le risque, c'est qu'on veut à tout prix éviter une cristallisation des anticipations des agents qui tous en même temps voudraient revendre tous leurs actifs échoués et provoqueraient en fait l'effondrement du marché. Et c'est dans ce sens-là que je disais qu'on avait besoin au contraire d'une transition lente, graduelle, anticipée, en fait, qui prennent son temps. Parce que comme les politiques de stabilité financière s'appliquent à l'ensemble des stocks de titres, on a besoin de politiques graduelles et lentes. Après, comment est-ce qu'on peut encadrer et contrôler ces réactions du marché? Là, j'ai pas la réponse miracle. C'est vraiment du gouvernement des anticipations, un petit peu. Donc, si des gens ont des idées là-dessus, moi, ça m'intéresse tout à fait. Ensuite, concernant donc les outils de contrôle du crédit. Alors, deux mesures rapidement. Il y en a une qui avait été proposée dans un papier d'Hugues Chenet. Ça serait des plafonds de crédit qui soient en fonction des secteurs des entreprises auxquelles les banques prêtent. On peut aussi penser à ce que ces plafonds soient non plus en raison des secteurs des entreprises, mais en raison de leur empreinte carbone, finalement. Un autre mécanisme d'action qui est proposé cette fois par Laurence Cialhomme, dont elle a parlé tout à l'heure, c'est les leviers simples. Et donc d'imposer un montant, un ratio maximal, une proportion maximale des prêts totaux, des prêts bruns dans le portefeuille des banques. Donc ce genre de mesures, par exemple, peuvent être proposées. Ensuite, une question de Dominique Pillon sur donc est-ce que cette répression financière serait compatible avec le capitalisme financiarisé? Et il souligne le fait que cette proposition va très loin et ça va même sur un changement de régime de croissance. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, il s'agit vraiment ni plus ni moins que de changer de régime monétaire et donc remettre l'État, redonner une légitimité à l'État pour intervenir dans l'allocation des capitaux. Et ça, donc, c'est vraiment un changement énorme. À voir si c'est du wishful thinking, donc cette approche par le climat, ou s'il y a effectivement des chances que cette transformation se fasse. Et là, c'est un petit peu en lien avec les autres questions qu'il a posées à Laurence sur la possibilité effective d'une transformation de l'action des banques centrales. Ensuite, il y avait une question de Thomas Lawrence. Donc tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Là où l'approche par le risque, il y avait quelque part une espèce de convergence des intérêts des agents individuels financiers qui doivent prendre en compte sur les risques de perte. L'approche par le climat, là, c'est vraiment un interventionnisme direct des régulateurs de manière à peser sur l'allocation du capital, que ça soit dans le positif avec les politiques de promotion vers le vert ou par le négatif, entre guillemets, avec les politiques de répression du brun. Et enfin, donc, la question sur l'articulation de ces deux politiques, moi, je pense qu'on peut faire les deux en même temps, quelque part, puisqu'il ne faut pas oublier que là, c'est des politiques qui ne concernent uniquement les nouveaux flux d'investissement. Donc, il y a déjà, si vous voulez, un espèce de décalage temporel, puisque les flux d'investissement d'aujourd'hui, ils vont engager sur 10, 20, 30 ans le capital productif et du coup, typiquement, les emplois. Donc, on peut couper le robinet fossile rapidement, tout en favorisant le vert aujourd'hui, et en faisant du coup ce passage de relais entre le vert et le brun. À mon sens, c'est pas incompatible. On peut mener les deux de front. Et si on veut assurer la stabilité climatique, il faut à tout prix se lancer dans des politiques qui cherchent vraiment à ralentir le brun. Et enfin, la question sur le caractère financièrement endogène, donc Étienne Espagne a parfaitement répondu. Tout le travail de Carlota Pérez est super intéressant là-dessus. Voilà, je m'arrête là pour les questions. Il me semble que j'ai tout traité.
Merci beaucoup. Alors, je crois que Oui, Julien est de vous nouveau m'entendez? connecté. Oui, et sinon, Ivar aussi peut compléter, mais je crois que comme Ivar n'est pas sur scène, il ne peut pas intervenir, on D'accord. ne peut pas entendre Non, ce qu'il nous dit. Donc Julien… là, il y a eu ouais. un problème, j'ai dû me reconnecter. Donc, pour répondre aux D'accord. questions, la première portait sur le niveau de… Sur la clause d'affectation. Voilà, alors la Ouais. clause d'affectation, c'est très bien. Évidemment, si on peut renforcer le caractère juridiquement contraignant de l'utilisation des fonds à destination de projets verts, c'est bien. Mais il faut quand même remarquer que ça ne change rien pour les investisseurs traditionnels. Pourquoi? Parce que si l'émetteur ne fait pas ce qu'il dit, il n'y a aucune pénalité, il n'y a aucune clause de remboursement anticipé. Enfin, bref, le profil financier de l'obligation est complètement inchangé. Donc, pour un investisseur traditionnel, ça ne change rien. Peut-être que pour un vertueux, ce serait rassurant de savoir qu'il y a un renforcement du caractère contraignant de la clause. Mais par contre, ça ne change strictement rien à l'équation financière. Sur la deuxième question qui portait sur le fameux Greenium, qui est la contraction de New Issue Premium, la prime de nouvelle émission et de Green Bond, on citait une étude qui l'a donnée autour de 2 points de base. Bon, d'abord 2 points de base, avec 2 points de base, on ne change pas le monde, ça ne change strictement rien à rien, surtout compte tenu du niveau de volatilité, des taux et des spreads de crédit. Enfin, ça veut vraiment rien dire. Mais surtout, il faut savoir que ces études comparent des pommes et des poires, puisque un émetteur n'émet jamais une obligation verte et au même moment une obligation classique d'exactes mêmes caractéristiques. Il ne fait jamais ça. Donc, en fait, empiriquement, on ne peut pas déterminer strictement, rigoureusement de Greenium. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a présenté justement avec Ivar. Il faut savoir qu'il y a des études qui montrent des Greenium, ça va de 18 points de base à 0,4 points de base. Donc, c'est quand même… voilà. Et comme vous l'avez dit, les commentaires étaient plutôt dans le sens de notre présentation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il faut que les gens se rendent compte, peut-être c'est important de le dire, que si évidemment il y avait une valeur, si évidemment il y avait une prime verte, on n'expliquerait pas, par exemple, pourquoi les Anglais, le Trésor britannique, constitué de très grands professionnels et qui font exactement ce que fait le Trésor français, c'est-à-dire optimiser le coût de financement de la dette de l'État, on ne comprendrait pas que les Anglais n'émettent pas de gilt vert depuis le temps que le produit existe. Donc, il y a des tas d'anomalies de marché qui ne s'expliquent absolument pas si on avait une prime verte qui n'était pas nulle, en fait. D'accord. Il y a une question qui s'ajoute de Jérôme Blanc qui dit est-ce que si on établissait des marchés financiers très cloisonnés avec une partie, un segment pour les actifs bruns, un segment pour les actifs verts, ça permettrait de mieux valoriser les actifs verts. Est-ce qu'il y aurait une solution du côté de la segmentation en fait, des marchés? Alors oui, théoriquement, puisque toutes nos démonstrations s'appuient sur le fait qu'il n'y a qu'un seul marché primaire, il y a un prix unique. Donc effectivement, s'il y a deux marchés, s'il y a un marché du vert et un marché du brun avec des investisseurs différents, les prix pourraient s'établir de manière différente. Mais cela ne résout absolument pas le problème qu'il n'y a pas d'investisseurs vertueux. Donc sur le marché vert, il n'y aura personne en fait. Il n'y aura pas d'acheteurs. Il y aura peut-être des émetteurs, parce que ça, il y a des émetteurs qui sont contents de payer moins cher pour financer des projets verts, mais il n'y aura pas d'acheteurs. Parce que comment justifier d'acheter le même produit à deux prix différents? Ça ne résout pas ce problème de fond, en fait. Ok. Et une autre question sur les class actions, les class actions. Est-ce que ça pourrait jouer un rôle? C'est-à-dire que est-ce que si des groupes d'investisseurs pouvaient se mobiliser, avaient la possibilité de se mobiliser pour sanctionner juridiquement des émetteurs qui émettraient du vert et qui ne feraient pas du vert avec, est-ce que ça pourrait avoir un effet disciplinant très fort qui changerait la donne? C'était un peu le sens de la question. Oui, c'est une question importante, mais encore une fois, ça ne change pas la donne, parce qu'aujourd'hui, déjà, on a des investisseurs qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent. Il y a des gens tout à fait sérieux, mais ça ne change pas la donne au plan que l'obligation verte leur coûte exactement la même chose qu'une obligation classique. Donc, elle ne favorise pas la transition. Par contre, effectivement,
Donc là, on est sur une problématique de second ordre. On revient sur la taxonomie, c'est-à-dire que est-ce que c'est vert clair, vert foncé? C'est sûr qu'on a vu des obligations vertes qui finançaient des extensions d'aéroports ou de centrales à charbon. C'est tout de même extrêmement douteux, mais ce n'est pas le sujet central. Donc effectivement, et ça explique aussi pourquoi il y a bien des Américains, je parle d'entreprises américaines, qui sont très timides par rapport à d'autres, parce qu'elles ont peur justement qu'on pointe une forme de négligence dans le suivi de tout ce qui devrait être mis en place quand on émet une obligation verte, oui. Donc, c'est intéressant pour discriminer, en fait, séparer le bon grain de l'ivraie au niveau des émetteurs, mais par contre, ça ne change pas la donne fondamentale sur, on reste dans le risque-rendement classique, et donc, on n'a absolument pas de réallocation de l'épargne en faveur de la transition. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Je vous propose qu'on passe un petit moment aussi sur 2 questions générales. Donc, une que j'ai déjà mentionnée, qui nous venait, je crois, d'Ivar, sur risque climatique et risque biologique, voire même risque environnemental. Et je crois que Hugues voulait réagir à cela. Et puis, une deuxième question aussi, je dirais quand même assez générale, posée par Dominique Plion. Est-ce qu'on peut considérer véritablement que les banques centrales, en dépit de leur prise de conscience manifeste dans les diverses publications, sont vraiment dans un moment de basculement? Donc, ça renvoie aussi évidemment à la présentation de Laurence, mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans ce moment de bascule? Donc voilà, les uns les autres, vous pourrez réagir. Laurence, évidemment, mais les autres intervenants aussi. Hugues, est-ce que tu veux réagir donc à cette question qui a été posée sur risque climatique et risque biologique? Est-ce qu'on peut mobiliser les mêmes approches et voilà, est-ce que ça recouvre à peu près, ça recouvre les mêmes choses ou pas? Oui, je vais essayer en tout cas de donner quelques éléments. Tu peux juste me confirmer que tu m'entends? Parce que j'ai eu des gros soucis tout à l'heure. Oui, okay. Nous t'entendons bien. Ouais. Donc oui, juste... Et toi, tu nous entends aussi? Là, j'entends tout le monde. Est-ce que tu nous entends, toi? Oui, je vous entends. Ce qui n'est pas arrivé depuis une demi-heure. Donc tout à l'heure, j'avais l'impression d'être vraiment seul face à plein de gens qui ne m'entendaient pas ou le contraire, c'était très déroutant, peu importe. C'est souvent le cas, tu sais. Pour moi, surtout quand on dit n'importe quoi comme moi. Bref. Non, 2 éléments sur ce point, sur le lien entre les facteurs et les risques liés au climat par rapport à tout le reste, notamment qu'on va appeler, enfin moi, que je mets dans une grande catégorie qui est un risque lié à la nature, à l'environnement, et qui, on l'a vu, et on est toujours en train de le voir, en fort lien avec les aspects sanitaires. Pour moi, du côté des superviseurs et banques centrales, il y a 2 facteurs principaux qui sont en termes de matérialité et de temporalité. On est sur des choses différentes et qui du coup amènent des réponses visiblement très différentes, alors que ça a été commenté en toutes les langues, dans tous les médias du monde. Il y a un rapprochement à faire entre ces 2 crises. Le truc, c'est que du côté du Covid, on a vraiment une urgence à gérer. On a une temporalité qui est donc dans l'immédiat et qui du coup, alors je vois que j'ai un problème de connexion, j'espère que vous m'entendez toujours, qui du coup fait que ça légitime des réactions immédiates des banques centrales, typiquement overnight, le fameux tout se passe dans la nuit, non ça peut pas arriver, si ça peut arriver visiblement sur le Covid, et alors que du coup cette matérialité-là, on l'a pas ou très peu, on la pressent sur tout ce qui est lié au climat, et on est toujours dans l'attente. Et le fait d'être dans l'attente justifie d'attendre et de ne rien faire, de discuter, d'essayer de comprendre, de calculer mieux, d'évaluer des méthodologies meilleures. Mais du coup, on n'est plus dans le champ de l'action immédiate et qui autorise plein de choses, y compris des erreurs. Et donc, c'est ce côté essai-erreur qui a vraiment lieu en ce moment et qui a eu lieu surtout au mois de mars dans la réaction à la crise du Covid, elle n'est pas aujourd'hui d'actualité. Donc, d'un côté, on a de la prévention, on est dans une démarche à long terme qui n'est pas encore donc vraiment sur l'action, mais qui est plutôt comment est-ce qu'on peut bouger, alors que sur le Covid, tout d'un coup, on est passé dans la gestion d'urgence. Donc, c'est 2 registres qui sont très différents. Pour autant,
Si on attend d'être dans l'urgence, on va se retrouver dans le même type de situation. Donc, on voit qu'on peut difficilement avoir un paradigme de gestion qui soit uniquement basé sur l'urgence et la matérialité immédiate et pas du tout sur la prévention, sachant que le mandat des banques centrales est aussi quand même sur assurer une stabilité. Donc, quelque part, ça ne peut pas être fait que dans l'urgence. Et l'autre point, du coup, que ça ouvre, quelque part, auquel je suis très attaché, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, c'est le rapport entre la quantification, cet aspect donc d'aller déclencher des mesures, des dispositions réglementaires ou d'urgence sur la base de quoi? Et sur la base de modèles, de quantification, de chiffres, de choses précises ou pas. Et là, on voit que l'urgence fait qu'on peut s'en affranchir, clairement. Quand on voit que la Banque centrale européenne met 75 milliards sur la table de rachat d'actifs, et puis finalement, une semaine après, je m'appuie, je sais pas, c'était 100 au début et 750 la semaine suivante, quelque chose comme ça. Donc, on se doute bien que c'est pas un modèle, le calibrage d'un modèle qui tout d'un coup dit ah non, en fait, c'était plutôt 750 que 100. Et donc, cette capacité de faire un essai, une erreur et de réajuster le tir, c'est purement des choses qui sont efficaces lorsqu'on est face à de l'incertitude radicale. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, on ne peut pas savoir comment les acteurs vont réagir, on ne va pas savoir comment la pandémie va évoluer. Donc, on agit par rapport aux outils qu'on a. Et donc, des actions beaucoup plus immédiates, spontanées et d'essais et d'erreurs, typiquement, apprendre en faisant, learning by doing, c'est vraiment ce genre de dispositif de justification de la prise de décision qui devrait être mise au premier plan aussi pour le climat. Parce que là, on a une temporalité, un délai, une inertie dans les mécanismes qui fait qu'on ne peut pas juste attendre que ça se matérialise pour passer en mode urgence. Merci. Il y a une question aussi qu'on n'a pas évoquée. Si on s'oriente vers une pénalisation importante des actifs bruns. Alors, c'est peut-être une question pour Jérôme Derys. Ça expose pleinement au risque de transition et peut-être à de grosses difficultés pour certaines entreprises et notamment à des problèmes au niveau à des problèmes de chômage, à des problèmes au niveau de l'emploi. Comment y répondre? Est-ce que à cet égard, eh bien, il faut considérer les propositions de la théorie monétaire moderne qui mettent en avant la nécessité de mettre en place une garantie d'emploi. Est-ce que cette perspective-là est nécessaire pour accompagner la transition ou pour ne pas l'empêcher en tout cas? Jérôme, peut-être? Vous m'entendez? Oui. Tout à fait. En fait, moi, je pense que la question des actifs échoués, c'est peut-être la plus importante et la plus difficile de la transition. C'est comment faire pour... on parle souvent de destruction créatrice, mais les économistes se sont toujours intéressés dans les questions de destruction créatrice davantage au versant positif, créateur, l'innovation, les brevets, etc., au problème de destruction. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, il faut avoir des décisions politiques, il faut décider collectivement de ce qu'on fait avec les activités d'hier, et notamment en question de chômage et d'emploi. Comment est-ce que la collectivité, par le biais de la Banque centrale, par l'émission de nouvelles monnaies, ou alors le gouvernement par l'émission budgétaire, si vous voulez, c'est pas pénalise, c'est se porte au secours de ces secteurs échoués. Et donc là, il y a des décisions politiques à avoir qui, à mon sens, ne pourront pas vraiment être menées par les banques centrales dans l'état actuel de leur mandat. Donc il faut repenser des collaborations entre les États, entre les pouvoirs politiques et les mandats techniques des banques centrales, si jamais il devait y avoir effectivement un bail-out quelque part monétaire de ces activités-là. Merci beaucoup. Et sur la question du basculement éventuel des banques centrales, Laurence, tu veux réagir? Dominique semblait un peu dubitatif. Non, je voulais réagir là à ce que vient de dire Jérôme. Je pense que l'idée d'accompagner les choix et de trouver les moyens, notamment de financer des grands plans de reconversion
des personnels et des salariés qui vont être atteints en fait. Par exemple, je sais pas, le personnel d'Air France aujourd'hui, d'Airbus, etc. Et bien, ça remet la Banque centrale au premier plan, c'est-à-dire que notamment les questions de financement monétaire ou les propositions qu'on porte d'annulation de dette publique conditionnelle au financement de la transition écologique. Conditionnelle au financement de la transition écologique, ça veut dire aussi conditionnel à l'accompagnement de l'échouage des actifs. Par exemple, financer un très grand plan de reconversion des compétences, par exemple pour la rénovation thermique des bâtiments, pour lutter contre l'artificialisation des sols et se mettre à construire sur du bâti existant, etc. Ça, c'est des plans d'investissement énormes, mais c'est des plans d'accompagnement de l'échouage. Et la Banque centrale européenne, dans un nouveau régime de central banking, où il y aurait effectivement financement monétaire de ce type de dépenses, peut avoir un rôle central à jouer. Merci beaucoup. Et comment tu situes aujourd'hui les banques centrales par rapport à ce moment de bascule? Tu y crois? Je pense qu'elles phosphorent beaucoup. Je pense que c'est pas tout déjà ça dit en interne. Il y a sûrement des banquiers centraux là, donc voilà. Je crois qu'elles ont une haute conscience en fait. Je crois qu'elles ont vraiment une haute conscience et notamment de l'interdépendance des problèmes, c'est-à-dire que leur propre action peut provoquer l'échouage massif et à ce moment-là les faire basculer dans un autre monde, quoi. Je veux dire où nécessairement le périmètre de leur action va être très différent et on se heurte effectivement à l'étroitesse notamment des mandats aujourd'hui, etc. Mais en réalité, il faut regarder un peu quand ont été faits et les traités européens et quand ont été élaborés le mandat des banques centrales, etc. Les problèmes aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux qui prévalaient à l'époque. Aujourd'hui, le problème n'est plus l'inflation, le problème c'est le risque de déflation et le problème c'est de soutenir l'activité de soutenir l'activité, c'est-à-dire la reconversion écologique et donc ça justifie parfaitement. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Le problème, c'est que c'est une question effectivement collective qui doit être discutée démocratiquement. Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de signaux, y compris de changements politiques sur ces questions-là. Alors bon, ça va peut-être pas à la vitesse qu'il faut, mais je suis intimement persuadée, moi, qu'on est dans une période de basculement, peut-être pas aussi radicale que ce qu'on aimerait, mais voilà. Antoine Oustry, vous nous entendez, Antoine? Antoine? Oui. Ouais. Quand on travaille dans une banque centrale, on sent cette mobilisation actuellement, la prise de conscience, tout le monde la sent, mais est-ce qu'au-delà des publications, au-delà de la prise de conscience, on sent que c'est le risque climatique est véritablement un sujet au-delà, un sujet d'action? Est-ce que la stabilité climatique, ça peut devenir un objectif des banques centrales? Alors, c'est pas un objectif actuel des banques centrales. Donc, est-ce que ça peut le devenir? Est-ce que ça peut le devenir? Ça, je pense que c'est une question finalement qui n'est pas forcément celle qu'on se pose nous à la banque, puisque mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit à la Banque de France, dans l'Eurosystème, et aussi avec le réseau de verdissement, le réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier. Et donc, le sujet est en train de vraiment arriver dans toutes les banques centrales. Et je pense que jusqu'alors, il était peut-être confiné dans certains services spécialisés, et maintenant, il touche de plus en plus de services, même des services très opérationnels. Et donc, le sujet arrive, et après, on se rend bien compte qu'il est aussi très complexe, et que de là à arriver à des mesures vraiment opérationnelles, ça demande de développer des outils robustes et qui répondent vraiment à l'objectif pour lesquels on les construit. Et sans oublier que, et Laurence Yalom l'a dit très justement, il y a toujours le risque aussi que par une mesure excessive, finalement, on accélère les risques de transition dont on a peur, justement. Mais si on attend d'avoir des outils au point, on n'agira peut-être jamais, non? L'approche en termes de mesure des risques nous expose peut-être à cet écueil-là. Je peux peut-être prendre cette question. Donc, Romain Schwartzmann, donc, co-auteur d'Antoine, un des co-auteurs.
Enfin, là, je réponds du coup avec une casquette un petit peu différente de celle de notre papier. Justement, nous, on s'est porté sur un périmètre justement très précis où on n'était pas là pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Mais vraiment de dire, puisque c'est si difficile, comment on fait là méthodologiquement. Là, la question, elle est plus large. Du coup, je réponds plutôt en tant que co-auteur du Green Swan à cette réponse-là. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec tous les points que vous souleviez. C'est vraiment pas pour nous dégager nos responsabilités, mais je dirais que si les risques sont si importants et qu'on parle de risques systémiques, etc., c'est ce qu'on met en avant dans le Green Swan, c'est vraiment ce besoin de coordination où je vois un risque en fait sur le fait de dire jusqu'où peut aller la Banque centrale dans, par exemple, l'achat d'actifs échoués, etc. Donc, c'est-à-dire que là, on a besoin de politique budgétaire, politique fiscale, de banques publiques d'investissement. On a besoin, nous, ce qu'on met en avant le Green Swan, hein, de réformes très, très profondes, même au niveau du système monétaire international, en termes vraiment d'opportunités de développement pour des pays en développement. Et il y a ce risque, disons, de trop se focaliser sur les banques centrales. Et c'est peut-être ce qui a été fait pour d'autres raisons. Là, on tombe dans de l'économie politique au cours de ces dernières décennies, etc. Mais justement, on pense qu'il y a aussi besoin de décentrer ce regard et de dire si les banques centrales demain sont appelées à prendre des mesures, est-ce que ça veut dire qu'elles devraient le faire plus vite, etc., toutes seules, ou au contraire de dire qu'il y a besoin d'un tas d'acteurs qui avancent et parmi elles les banques centrales. Et je pense que c'est malheureusement en fait un débat qui est souvent pris de manière un petit peu isolée au lieu de justement le resituer dans quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'une transition, déjà on ne sait pas, ça a été soulevé, mais qu'est-ce qu'un scénario de transition, etc. Et dedans, quel est le rôle de la Banque centrale. Donc je pense que voilà, je voulais juste peut-être insister sur ce besoin de recentrer un petit peu les débats et de recontextualiser aussi quand on parle du rôle des banques centrales. Oui, tout à fait. C'est vraiment important, effectivement, de pas tout faire reposer sur l'action de la Banque centrale. On est bien d'accord, il faut mobiliser plein d'acteurs en même temps. Il nous reste 5 minutes. Peut-être que Antoine ou Romain, vous pouvez nous donner votre point de vue sur les scénarios très récents qui ont été retenus par le réseau de banques centrales et de superviseurs, le NGFS. Il y a une question de Michel Lepetit à propos de ces scénarios. Il nous dit qu'en pensent les orateurs, que penser du PIB exogène, quelle crédibilité donner à un découplage PIB-énergie jamais vu. Donc un petit mot juste rapidement sur ces scénarios qui viennent de sortir et qui apparemment posent question. Alors moi, je n'ai pas été impliqué directement sur ceux du NGFS, donc je peux pas y répondre. J'ai été un petit peu plus impliqué sur ceux sur lesquels on travaille côté Banque de France. Enfin, je vois les questions de Michel, et on en parle aussi un petit peu dans le Green Swan, c'est des questions qui sont pas résolues hein, à ce jour-là. Disons que dans les outils de modélisation aujourd'hui, par exemple, la question du PIB exogène, c'est ce qu'on trouve dans 99% des modèles actuels. Est-ce que c'est bien ou pas moi, personnellement, je pense que c'est une vraie question qu'il faut creuser. Aujourd'hui, quelle est l'alternative? Est-ce qu'il y a d'autres modèles qu'on peut déjà utiliser pour faire des scénarios, etc. Et on en revient un petit peu à, dans une banque centrale, on n'est pas des experts du climat, des liens, découplage PIB-énergie, etc. Donc moi, je dirais qu'on est plus dans vraiment la multiplicité d'approches. On regarde, en tout cas dans mon équipe, peut-être Banque de France, on regarde d'autres modèles, on discute avec des gens. Voilà, mais on va pas nous trouver le nouveau modèle. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi là d'expertise externe qu'on n'a pas, enfin qu'on commence tout juste à développer. Antoine mentionnait, on commence à avoir des personnes dans les banques centrales, mais c'est un sujet très 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 récent, quoi. Merci, merci beaucoup. Il y a une question que nous n'avons pas encore évoquée à propos des actifs échoués. Est-ce qu'on pourrait concevoir pour le traitement des actifs échoués un système de bad bank? Est-ce que quelqu'un peut réagir à cette question? Qui s'inspire? Une bad bank pour les actifs échoués? Est-ce que ça s'envisage ou pas? Non? Personne? Laurence? Laurence? Tu m'entends?
Plus personne n'entend? Étienne, tu m'entends? Je t'entends, mais je suis incapable de répondre à cette question. Bon, d'accord. Et Laurence n'entend pas. Parmi les intervenants, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question-là? Comment traiter, ou plus largement, hein, quel traitement pour ces actifs échoués? On les enfouit où? Autrement que dans le bilan des banques qui les détiennent. Bah, j'ai répondu rapidement par écrit à la question, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment une question, la question la plus grave et la plus difficile à traiter. Donc, j'avoue que j'ai pas de solution miracle pour gérer ces pertes-là. Et je pense que ça va vraiment être un choix politique. Est-ce qu'on socialise ces pertes ou est-ce qu'au contraire, on fait porter la responsabilité sur ces entreprises-là en leur demandant d'assumer leurs responsabilités quant au réchauffement climatique, quitte à du coup avoir des coûts en termes sociaux importants, quoi. Donc ça, c'est une question, à mon sens, qui est vraiment une question de politique économique majeure. Mais j'ai pas de solution miracle à proposer, malheureusement. Ouais. Et donc un dispositif de bas de banque publique pour les actifs échoués, effectivement, ça se réfléchit, mais c'est pas complètement évident. Une toute dernière question, peut-être, et peut-être que je ne sais pas si Thomas Méloniou est toujours connecté, ou sinon Étienne, tu peux peut-être réagir à cette question-là. L'AFD, d'après Dominique Plion, a d'autres approches en termes de modélisation. Alors Étienne a déjà répondu un peu par écrit, mais peut-être un petit mot pour terminer sur cette question, sur les approches alternatives donc de l'AFD. Oui, désolé, il faut que je monte en scène et donc que j'éloigne quelqu'un de la scène pour pouvoir parler. Oui, donc comme je le mentionne, effectivement, initié par Gaël Giraud, on développe différents programmes dans différents pays partenaires où effectivement l'approche commune, c'est d'endogéniser au maximum les dynamiques du PIB en tenant compte de contraintes financières énergétiques, de commerce, et puis j'ai pas mentionné, mais c'est ou de dommages climatiques. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ça a coupé un petit peu. Voilà. Ça a coupé un petit peu, mais bon, de toute façon, on arrive à peu près, on arrive même parfaitement à l'heure de fin de cette session du matin. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter et puis reprendre tout à l'heure à 14h. Merci à l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des participants pour les questions qui ont été posées. Voilà, j'espère que cette session vous a plu, et donc on poursuit cet après-midi avec une session qui est consacrée aux instruments, aux paradigmes qu'on peut mobiliser. Ça débutera avec une présentation de Michel Aglietta sur dette publique et monnaie pour une écologie politique. Et puis ensuite, on écoutera Dominique Plion, Clémence Bourset, Jérôme Blanc, et puis Robert Gutmann. Voilà, donc je n'en dis pas trop. Étienne vous présentera cela dès 14h. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore à nos intervenants. Merci. À cet après-midi. Merci, à cet après-midi.